Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page qui est votre revue d'actualité spécialisée sur la sphère des comics et de leurs adaptations, c'est-à-dire que vous allez vous poser, mettre des écouteurs et écouter cette émission un petit peu comme si vous lisiez un journal sauf que le journal vous parle avec une voix grave et suave et avec des commentaires, des imitations, des blagues, bref, tout un cocktail qui fait que, en fait, forcément, First Print a beaucoup plus d'intérêt au format podcast qu'au format papier. Corentin, tu es avec moi? Bah oui. Mais on pourrait écrire des dialogues, en fait. Tu vois, au format papier. Oui, c'est vrai, on pourrait. Comment tu fais un podcast en papier? Je ne sais pas. Ça s'appelle une fiction. Oui. Tu écris des dialogues, des gens qui se répondent. C'était pas mal. C'est une bonne tentative d'improvisation, mais c'est pas conclu encore. Je pense que tes formations du lundi soir n'ont pas encore porté leurs fruits, mais ce n'est pas grave, Corentin. Ce n'est pas grave. On va commencer tout de suite avec la partie comics, puisqu'on a quand même pas mal de choses avec des annonces qui nous viennent à la fois de la France et des États-Unis, surtout d'ailleurs des États-Unis, ce qui n'est pas on va dire une coïncidence, hein, puisque le comics en tant que tel, c'est une bande dessinée qui vient des États-Unis. Voilà. Donc, je suis Arnaud Obvious aujourd'hui. Pourquoi on parle de label 619 alors? Hein? Pourquoi on parle du label 619? Ferme ta gueule, parce qu'ils font de la BD trop cool, c'est tout. C'est trop cool. Et parce que nous, on est ouverts d'esprit. Copain. Voilà. Corentin, justement, puisque tu parlais du label 619, c'est une très très bonne occasion de rappeler qu'ils seront présents au festival Quai des Bulles pour l'édition 2022 qui se tiendra du 7 au 9 octobre à Saint-Malo. On vous l'avait déjà dit, Rue de Sèvres invite pas mal d'auteurs, d'autrices, dont les membres du label 619 que sont Run, Florent, Maudou, pour notamment l'excellent A Short Story, mais aussi Nayef, qui, je crois, j'espère en tout cas, pour celles et ceux qui ira présenter en avant-première au Cahey. Mais il y aura d'autres éditeurs de comics, on vous l'avait déjà un petit peu dit que Nicolas Beaujoin de 404 Comics allait aussi ramener des invités. On vous a un petit peu mentionné d'ailleurs qu'on avait listé des noms de Comics Initiative aussi, sachant que eux-mêmes en fait ont officialisé leur liste. Alors on avait déjà noté par exemple que Laurent Lefer pour Foxboy serait présent, mais on a aussi Tony Emerio et Boris Bezelin, donc le duo derrière Paria. On a également Jocelyn Billard des Contes du Givre et surtout on avait à pas noter encore que Comics Initiative va ramener un auteur étranger puisque John Sack qui a dessiné Windows on the World sera également là, l'occasion de vous rappeler que nous avons déjà fait des podcasts avec littéralement toutes ces personnes et notamment avec John Sack pour The Windows on the World avec son délicieux accent anglais. C'était vraiment une émission qui avait été très très cool et que je vous recommande parmi les nombreux Super Friends enregistrés. Mais c'est aussi du côté d'Aquileos qu'on aura pas mal d'invités puisqu'ils ont annoncé quand même recevoir 6 personnes, dont Max Sarin, l'artiste de Giant Days, qui sera là un an après John Allison qui était l'auteur. Donc c'est une personne qui est hyper sympa. Je pense que vous l'aurez constaté en écoutant le Super Friends qu'on a enregistré avec IL. Et donc voilà, IL sera présent pour Giant Days et sûrement aussi Wicked Things, même si ce titre n'a pas encore de VF. Et je vous encourage vraiment à aller parler avec cet artiste. Il y aura aussi Stephen McCraney qui a fait Space Boy, alors que personnellement je n'ai pas lu, qui est un de leurs titres un petit peu plus Young Adult Jeunesse, qui est présenté dans un format un peu plus petit. Ils en sont déjà au 8e tome, donc j'imagine que ça marche bien. Il y aura aussi un artiste qui s'appelle Fifall, puisque en fait ils sont en train actuellement de faire une campagne de financement participatif pour financer un artbook. Et si vous regardez la couverture, ça a l'air vraiment très beau, tout simplement. Et on aura également dans le même un petit peu registre un artiste qui s'appelle Jean-Baptiste André, qui a sorti chez eux un artbook aussi qui s'appelle Créature, parce que c'est un monsieur en fait qui dessine en fait des personnages mythologiques, des créatures et des personnages féminins en fait, avec une patte graphique absolument somptueuse. Là aussi pareil, je vous invite juste à regarder la couverture, même si c'est pas bien de juger un livre à sa couverture. Là vous pouvez le faire et votre jugement il sera bon. Et enfin, qu'est-ce que j'avais encore noté, Ronan Toua qui fait la saga médiévale Le Roi des Ribauds, qui nous concerne un petit peu moins, et Juliette Fournier qui signe aussi la série Bakamon, qui est une parodie rigolote de Pokémon. Donc voilà, ça c'est des personnes avec qui on est moins affin par rapport à First Print, mais de toute façon Aquileos, on vous l'a déjà dit plusieurs fois. Et on salue Emmanuel Bouteille, qu'on a d'ailleurs reçu aussi sur First Print. C'est un éditeur dénicheur de talent qui a vraiment des super projets, qui a aussi des super bouquins d'ailleurs en termes de fab. Ils ont aussi des bouquins très très cool. Donc on vous encouragera
encore une fois à aller à Quai des Bulles 2022. Et d'ailleurs, puisque je parlais de Achilleos, eh bien c'est le moment où justement on peut reparler un petit peu de cet éditeur, puisque tout récemment est sorti le titre le tome 2 de leur série Kill 6 Billion Demons de Tom Parkinson Morgan. Donc à la base c'est un webcomic d'ailleurs qui continue, je crois, d'être publié sur internet, et donc il y a une édition imprimée qui existe. Le premier tome était d'ailleurs sorti à l'automne 2021. Et alors, de quoi ça parle, Corentin? Je vais te le demander, Corentin, puisque tu es en train de t'endormir à force de m'écouter avec cette voix suave. C'est ça, ta voix douce me berce. C'est un webcomics, en fait. Avec un personnage féminin qui va dans un monde. Non, ok, c'est bon, tu l'as pas lu, on va pas faire semblant. Des robots et des trucs un peu bizarres. En fait, ça a l'air vachement bien, hein. Bah, ça l'est en tout cas. C'est pour ça que je voulais en parler, parce que je sais qu'il y a sûrement pas grand monde qui l'a lu en France, puisqu'on parle de comics, de webcomics, chez un éditeur qui, hélas, n'a pas pignon sur rue tout le temps, comme d'autres structures peuvent l'avoir. Et donc, c'est pour ça qu'il est important de rappeler que ça existe. Donc, effectivement, c'est une fille qui s'appelle Alison Earth et qui s'apprête à faire du sexe avec son copain pour la première fois. Sauf que au moment de ce moment ô combien incroyable qu'elle s'apprête à vivre, en fait, il y a des chevaliers démons qui débarquent dans sa chambre, qui capturent son mec et qui après lui appliquent une sorte de sceau maudit sur le front, puis elle se retrouve téléportée dans un autre univers où là, en fait, il y a moult démons, dragons, créatures complètement hallucinées avec un imaginaire, un bestiaire qui emprunte beaucoup à toute forme de mythologie orientaux. En fait, c'est très très typé un peu vers les mythes hindous, et donc on lui dit grosso modo, parce que l'histoire est un peu plus complexe que ça, qu'elle va devoir justement tuer 6 milliards de démons, ou plutôt ça en fait s'en prendre en fait aux 7 divinités maléfiques qui régissent cet univers, pour un petit peu que tout rentre dans l'ordre. Et c'est littéralement complètement fou, à la fois en termes de design, en termes de découpage, en termes d'énergie aussi, parce que vraiment la scène d'ouverture, je vous ai pas menti, c'est vraiment comme ça, quoi. Ça commence avec une scène de cul, puis ça part vraiment dans tous les sens. C'est très violent par moments, c'est assez gore et tout ça. Et voilà, c'est super fun à lire en tout cas. Donc voilà, je vous le recommande. Corentin, t'as pu jeter un œil aux planches très, très beau. Sur le webcomics. Il y a des environnements qui sont très agréablement faits, avec des civilisations colorées. Effectivement, on voit les références mythologiques dont tu parle, mais j'ai pas été très loin, donc j'aurais du mal à vous formuler un avis là-dessus. On voit différentes créatures, un bestiaire un peu alien, des langages qui sont créés aussi, il y a pas mal de... Oui. Alors, c'est créé d'ailleurs, ou c'est juste des trucs du sanskrit ou quelque chose comme ça? Je pense que c'est créé, je t'avoue, je ne sais pas. Et ouais, non, c'est plutôt agréable, effectivement, je connaissais pas du tout. Mais il y a tu vois cette planche là par exemple avec les cités rocheuses là qui sont plutôt jolies. Non, mais je pense que ça pourrait plaire à si vous avez aimé par exemple le dessin de c'est très différent, mais de Andrade sur Layla Starr, avec pareil ce côté un peu mythologie hindoue. Là c'est un peu plus épais au niveau du coup de crayon, au niveau des contours. Mais pour un webcomic, je trouve ça assez agréable à lire. Non, c'est hyper travaillant. C'est pas du tout ce qu'on peut s'imaginer parfois avec des a priori sur justement de la publication qui serait publiée sur le web. Mais on vous rappelle Scurry, c'est un webcomic. Scurry, c'est un webcomic. Tout à fait. Et j'allais dire que de toute façon, même le premier titre de Daniel Warren Johnson, Space Mullet, c'était du webcomics. Et d'ailleurs, c'était aussi publié chez Achilleos. Quand on vous dit que c'est un éditeur dénicheur de talent, on vous rappelle que voilà, des Daniel Warren Johnson, des Rick Remender, Tony Moore aussi avec Fear Agent, justement, en fait, du Greg Rucka, en fait, sont passés d'abord chez Achilleos avant que les autres éditeurs se disent hey, mais ça a l'air pas mal tout ça, mais moi j'ai un plus gros carnet de chèques, allez hop, à moi les droits d'édition. Corentin, on va te donner la parole, puisque voilà, c'était une toute petite partie consacrée à la VF, puisque comme ça, sans raison. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de choses du côté de la VO et que on n'a pas non plus 5 heures devant nous pour faire ce podcast, figure-toi. Donc on va aller du côté des États-Unis. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas? Eh bien, là-bas, chez Boom Studios, on a envie de faire un peu comme avec Billionaire Island, c'est-à-dire d'aller dire aux riches d'aller se faire foutre, avec le titre Know Your Station. Oui, enfin c'est pas tout à fait. Après, on pourrait effectivement dire qu'il y a une sorte maintenant de courant artistique plus ou moins d'anticipation, parce que Billionaire Island c'est quand même plutôt une sorte de documentaire à peine voilé sur la réalité. C'est vrai en fait. Alors disons que c'est peut-être un peu fomenté par les 1% pour échapper au réchauffement climatique. C'est peut-être un peu plus du côté de Renato Jones qu'il fallait regarder alors. C'est compliqué à dire. En fait, on n'a pas encore eu de planche. Bon, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que c'est la scénariste Sarah Gailey, dont on avait parlé dans Back Issues, puisque c'est elle qui a écrit aussi Hit the Rich,
espèce de get out des riches entre qui était déjà un truc assez anti-riche. Oui, qui les présentait comme des cannibales, effectivement, et qui avaient une relation très particulière avec leur personnel. On va laisser ça là-dessus parce que c'est une série aussi à twist, donc allez la lire et la découvrir, retrouver le podcast qu'on avait fait à l'époque, qui effectivement là s'intéresse plutôt à l'idée d'un monde de science-fiction où la Terre n'existe plus vraiment, balayée par le réchauffement climatique, et où les 1%, toujours les mêmes, ont créé des colonies spatiales, à la fois pour survivre déjà, mais aussi pour se protéger de la vindicte populaire et des révoltes prolétariennes. Billionaire Island, mais dans l'espace. Et ça a l'air quand même plus sombre, parce que Billionaire Island, il y a une notion satirique, colorée, de même que Renato Jones, c'est un côté film de genre, mélangé avec des codes de super-héros, Punisher et tout, qui fait que c'est pas vraiment une critique. Là, a priori, c'est peut-être plus de la science-fiction d'anticipation normale, en fait, mais avec effectivement ce propos très anti-riche, puisque on va suivre un personnage qui s'appelle Elise, qui est sur les traces d'un ou d'une criminelle qui massacre les différents grands patrons industriels, les différents 1%, ceux qui centralisent le pouvoir économique et politique, et qui les tue de manière très graphique et très imaginative. Donc il y a un côté aussi un peu film de genre, du coup, mécaniquement par rapport à ça. Elle dit voilà, ce qui va être drôle, ça va être d'imaginer les pires morts possibles pour ces enfoirés. Le communiqué de presse effectivement ne cache pas la revendication gauchiste qui va avec ça. Là je vois très bien pour la CNVF de faire vraiment le croisement de Renato Jones et Billionaire Island. Oui, les fameux, oui, il faut absolument citer des noms propres. Mais Renato Jones, ça a pas très bien marché. Mais Billionaire Island non plus. c'est pour ça que je le dis. On aime bien la richesse en France. Voilà, c'est le croisement entre ces deux titres que vous n'avez jamais lus parce que vous n'êtes pas curieux. Ouais. Vous aviez envie de les lire, vous savez que c'était cool de les lire, vous l'avez pas fait. Alors maintenant, vous pouvez encore croire que c'est cool de lire Know Your Station et pas le lire ensuite. Mais ouais, non, ça a l'air sympa. C'est Liana Kangas au dessin. Je sais pas qui c'est. C'est une artiste qui est, je dirais pas qu'elle a paru récemment, mais elle a pas encore eu d'énormes succès populaires. Elle était dans la vague, tu sais, des comics qui ont été préparés par Mark Doyle depuis son arrivée chez IDW Publishing pour la série qui sont pas encore sortis, donc voilà, donc ce qui s'écrit, ça se lit True Cult, mais c'est TRVE KVLTE. Oui. VLT tout court d'ailleurs, qui était le truc avec le fast food qui en fait est un culte d'adorateurs du diable. Oui, je m'en rappelle. Oui. Chelou. Donc voilà, ça a l'air sympa, les visuels qu'on voit ont l'air effectivement assez cool. On a de la variante par Becca Carey et par Jen Woodall. Donc il y a un côté aussi projet très féminin, héroïne, artiste, et c'est pas une critique, c'est je dis pas que l'intrigue sera féminine, je dis mais il y en a marre des femmes dans les comics, c'est bon. C'est lui qui l'a dit, vous avez vu. Là c'était pas de l'ironie, il déteste vraiment les femmes, Arnaud. Complètement. Donc si vous saviez. Donc tout ça pour dire que ça a l'air bien et qu'on aime bien les comics où les riches meurent, et dans la vraie vie aussi. Oui. Voilà. Moi, j'aime bien. La Russie. Moi, j'aime bien. Oui, tout à fait. Je déteste la Russie. Complètement gauchiste, c'est incroyable. Exception française, toujours être jaloux de ceux qui réussissent en partant de rien, comme Elon Musk et ses mines de diamants. Mais d'ailleurs, c'est vrai que c'est bien que tu le dises. Il y a aussi peut-être un côté anticipation par rapport à la vraie trouille de voir Jeff Bezos et Elon Musk se lancer dans une sorte de concours de beats à la course à l'espace. Ils envoient déjà des reproductions de leurs bits, littéralement, oui, c'est avec leur fusée. Mais donc, ce sera encore plus graphique le prochain coup, il mettra les poils et tout, ça va être très bien. Non, parce que c'est pas aérodynamique, je pense qu'ils se rasent la bite aussi, du coup. Parce que je pense qu'ils se disent, je vais plus vite et plus loin. Il faut une bite aérodynamique. Pour marcher, quand tu cours, si t'as des poils, si t'as moins de poils, t'as moins de friction, et du coup, paf, tu vas plus vite. Complètement cool ce que tu dis. À moins qu'il court à poil, dans ce cas-là, oui, mais sinon. C'est un gros riche, donc je pense qu'il le fait. Je pense qu'ils se font des courses à poil sur leur ranch privé, je sais pas quoi. Scène affreuse en tête. Bon, du coup, tuez les riches et lisez les bons comics. Dans Billionaire Island, ils font ça. Allez, Corentin, on continue avec la VO. Et je l'ai traduit. on va garder notre sérieux, bien entendu, puisque là, on va passer du côté de Eric Powell, qui s'est dit que finalement, il irait bien refaire un petit crossover prochainement avec Hellboy, et donc il revient chez Dark Horse Comics avec son personnage fétiche The Goon. Ouais, tout à fait. Je sais pas si c'est ça la raison, mais disons que ça pourrait être rigolo. La raison, à mon avis, c'est connexe de ce qu'on avait dit au dernier front page par rapport à Stan Sakai et son imprint dans le nom. Mais oui. Parce qu'en fait, c'est le deuxième et ils étaient partis quasiment au même moment en 2019. Alors probablement que c'est parce que ça correspond aussi, tu sais, à, je crois, attention, c'est à vérifier, au moment où justement Disney a rapatrié les franchises Predator et Alien et où Conan était perdu en 2018. Du coup, c'est probablement un moment où, en fait, peut-être que beaucoup de gens se sont dit Dark Horse c'est fini, viens, on se casse, on va voir ailleurs.
Dans le cas de Stan Sakai et de Usagi Yojimbo, t'avais un contrat qui était à la clé chez IDW, ouais. Alors que Powell, lui, s'était plutôt dit qu'il allait faire tout en indépendant. Comme Terry Moore avec son propre imprint. Oui, tout à fait. Abstract Studios. Donc là, effectivement, c'était Albatros Funny Books, qui était la résurrection un peu de Albatros Exploding Funny plus loin Books, qui était la première structure où il avait créé The Goon au départ, avant d'être rapatrié chez Dark Horse et de passer un peu plus entre 15 et 20 ans là-bas. Et donc, exactement comme Usagi Yojimbo, il est parti en 2019, et puis 3 ans plus tard, il s'est aperçu quand même que l'herbe n'est pas si verte ailleurs. Bah surtout c'est qu'il y avait du fric à faire avec Dark Horse, que Dark Horse est encore là, qu'ils ont été rachetés par un groupe et qu'ils peuvent signer. C'est vraiment comme un type qui aurait quitté sa femme pour une jeunette et puis qui revient 3 ans un peu la 40 légende, non? Mais là en plus il l'a signé juste pour être seul, quoi. C'est un mec qui dit non, je vais être un peu seul, me recentrer sur moi-même. Après il a dit mais en fait elle me manque et en plus elle a du pognon. Du coup en fait il a divorcé parce qu'il pouvait plus être en couple. Il s'est dit qu'en fait c'était quand même pas mal de. Ouais, c'est bien, tu vois, voilà, c'est ça. C'est une belle leçon pour toi qui nous écoute peut-être et qui pense au divorce, je sais pas. Voilà, quitte pas ta meuf. Les allégories d'Arnaud, j'essaie de me connecter, hein, mais donc tout ça pour dire qu'effectivement il y retourne. Il en profite pour annoncer un prochain roman graphique avec Harold Schechter, avec qui il a fait Headgain, voilà. C'est ça, tout à fait très bon roman graphique et qui renouvelait d'ailleurs pas mal le style de Powell, puisque The Goon c'est quand même très, c'est un peu, c'est comment dirais-je. C'est très statique, The Goon. L'intrigue évolue, mais le style, l'humour et compagnie reste le même depuis 15 ans. D'ailleurs, Headgain a gagné un prix récemment aux États-Unis, mais par genre la National Publication Alliance, un truc comme ça, qui normalement récompense surtout. Enfin, c'est la première fois genre qu'une bande dessinée est récompensée par un de leurs prix. Donc, GG Ed et Harold. Voilà. Tout à fait. GG les gars. Donc c'est chouette. Moi, je suis assez intéressé pour voir ce qu'ils pourront nous faire parce que Schechter, c'est quand même un spécialiste des criminels du monde réel, enfin des tueurs du monde réel, des assassins du monde réel, des tueurs en série. Donc peut-être un autre, il va faire un truc sur un autre serial killer. Je sais pas, John Wayne Gacy. Tu regardes, je pense que sur le Zodiac. Oui, c'est ça, je pense que ce sera peut-être sûrement peut-être sur le Zodiac. Non, ça, le terrain est déjà occupé, de toute façon le terrain a déjà été là largement, là il y a plus rien à faire, ils ont fait la BD alpha là-dessus d'ailleurs. Mais ce que je veux dire c'est que tu regardes la bibliographie de Harold Schechter, je pense que tu peux deviner lequel des prochains tueurs sera abordé par cette œuvre. Et ça veut aussi dire que Tangirl repasse ou passe chez Dark Horse, puisque Tangirl avait été récupéré par Albatros. Les différents projets de 619 d'ailleurs je crois qui ont été importés récemment viennent tous de Albatros ou toutes de Albatros. Donc ouais, Dark Horse mine de rien reprend du poil de la bête, sachant que Powell comme Sakai garde son imprint à demeure, enfin qu'il conservera une forme d'autonomie, d'indépendance. Juste il aura du coup un accord de diffusion, un contrat avec un plus gros employeur qui a les reins solides, qui est soutenu par un groupe et qui a les moyens de signer des chèques à des grands créateurs pour revenir à la maison. Donc moi franchement je trouve ça chouette. Pour l'instant on n'a pas vu de conséquences vraiment négatives au rachat par Embracer, en tout cas pas pour le moment. On sait que voilà ils ont Bendis avec le Jinx World, ils ont Flux House de Matt Kint, ils ont quelques grosses restas comme Kevin Smith ou même comment s'appelle-t-il, David Duchovny, je crois que c'était chez eux aussi. Et Patton Oswalt aussi. Patton Oswalt, tout à fait. Donc ouais non, Dark Horse maintenant le reste le 4e éditeur du marché quoi, donc ou le 3e avec Image selon les mois on va dire. En termes de chiffres, ouais, ça se bat un petit peu après, tu sais, entre IDW. C'est vrai que Boom vend pas mal aussi, mais c'est sur des projets très isolés, donc. En fait, on peut plus trop le savoir, puisque de toute façon, vu qu'ils sont plus chez Diamond, à chaque fois, en fait, de toute façon, les chiffres sont un peu. En termes de production, Dark Horse reste devant, je pense. À l'année. Oh là, ces bruits signifient je ne sais pas dans la langue d'Arnois. Exactement. Il faudrait que j'aille vérifier. Mais franchement, si, c'est sûrement le 4e en termes de titres qui sortent, ouais, il y a moyen. Non, mais parce qu'en vrai, attends, à IDW, ils ont plein de licences aussi, en vrai, avec les tortues, les trucs comme ça, donc, tu sais, ils font plein de comics dérivés, mais de séries animées à la con, et de trucs. Ouais, oui. Bah, après, faut voir au niveau de la diffusion de ces même Dynamite avec leur Sonyverse, ils doivent pas commencer à publier, non. Je sais pas. Heureusement, Dynamite. Mais non, je rigole. Ça, hein. Bien sûr, je rigole. Très bien. Mais en tout cas, on souhaite le meilleur à Eric. L'important, c'est qu'il puisse continuer de faire des bandes dessinées avec autant de liberté, comme il a pu le faire, à mon avis. Vu la carrure du mec, je pense qu'il y aura pas de souci de ce côté-là. D'ailleurs, scandale, hein, t'as pas mis dans le programme le crossover Red Sonja, El Sonja. Non, je l'ai mis. Alors que c'est crucial. Ok. Tu veux qu'on en parle? Grand prix ACBD de l'an prochain. Oui, certainement. Il n'y a pas de doute. En fait. Oui, d'accord, très bien. C'est le nouveau Monsters, c'est sûr. Eh bien, d'accord. Alors, pas lu, mais je le sens. Alors, Sonjaverse, donc le multivers des Red Sonja non, c'était une vanne, continue. Maintenant, on va en parler. On est parti. Bon, on va en parler.
Ah bah vas-y, c'est une news. En plus, ça sera pas dans le programme, donc ça va être un peu une news surprise. C'est ça. C'est un peu, tu sais, comme les chocolats dans lesquels tu mords dedans, et sauf que c'est de l'huile de foie de morue à l'intérieur. Ouais. C'est vraiment des chocolats. La liqueur, ce qui est tout aussi dégueulasse. Non, la liqueur, ça va. Oh non, franchement, c'est pas bon. Par contre, quand t'as de la pâte de fruits, tu sais, quand tu vois, oui, c'est chocolat, tu sais, c'est du chocolat, tu mords dedans, tu crois que c'est du chocolat, genre, et en fait, c'est une vieille pâte de fruits. Par contre, c'est pour ça que j'ai arrêté les papillotes, moi, d'ailleurs. Ouais, donc, mais de ouf. Donc, les horribles profiter d'occuper cette pause publicité qui vous permettra d'aller aux toilettes. Red Sonja, Elle Sonja, effectivement, série de Jordan Clark qui avait déjà écrit Samurai Sonja, dont on avait parlé. C'est vrai qu'il n'avait pas grand chose à voir avec Red Sonja, mais ils ont vu Pichomoko faire l'univers Marvel en samouraï, ils se sont dit, tiens, allez, pas con. C'est vrai, mais vous sélectionner au prochain FIPD, hein. De quoi? Bah, Samurai Sonja, bien sûr. Mais non, mais c'est évident. C'est prix Hugo. Alors que c'est pas de la science-fiction en plus, tu vois, donc très fort quand même. Et Mariana Puglia, qui a fait des petits projets comme Moonmade Three Keys, sur un crossover à travers le multivers des Red Sonja, entre la Red Sonja qui est la reine des enfers et qui se balade en tenue légère, Elle Sonja, et Red Sonja, la Red Sonja normale qui se balade aussi en tenue légère. Comme ça, on aura 2 fois plus de cosplay sur les couvertures. Merci Dynamite pour ce grand service que tu rends à l'art séquentiel au quotidien. Moi, j'aime bien les couvertures cosplay de Red Sonja. Tu sais que je les mets plus dans les articles. Hein. Je remets plus ça. Enfin, si, quand ça fait artiste et quand ça fait pas vendre du cul à des adolescents. Parce que très honnêtement, dans les commentaires de ces trucs-là. Mais t'as été adolescent quand même. Corentin, oui, bon bah donc on t'a vendu du cul aussi, et voilà, il faut vivre avec son époque. Non, après c'est vrai, mais pourquoi est-ce que toi t'aurais eu le droit d'avoir du cul et les adolescents d'aujourd'hui n'y auraient pas droit? Je mettrais les variantes cosplay de Dynamite quand ils le feront aussi pour les personnages masculins. Mais ça ce qui n'arrive jamais. Ouais, mais ça n'arrive jamais. Même s'ils le faisaient, tu sais, même s'ils le faisaient, c'est très bien qu'ils leur feraient pas prendre les mêmes poses. Tu sais, il y avait eu ces dessinateurs ou dessinatrices qui avaient fait un moment une série de je sais plus si c'était des posters ou des dessins où ils faisaient en sorte que les personnages masculins des Avengers prennent les mêmes poses que Black Widow sur les posters de MCU. Tu vois, et ça, c'était qu'ils ont du second degré par rapport à leur saloperie. Bah, après, ils sont un peu revenus là-dessus quand même chez Marvel Studios en faisant les vannes sur le cul de Steve Rogers, des trucs comme ça, tu vois. Oui, mais bon, on n'est pas encore sorti de la galère. Mais merci de nous avoir parlé de Red Sonja. Je pense que ça m'a fait très plaisir. Tout le monde était hyper intéressé. Tout le monde s'est dit, oh, trop bien, je vais aller acheter Red Sonja. Le pire, c'est qu'il y a des bons trucs avec Sonja, mais c'est comme Spider-Man ou Batman. Il y a tellement de trucs qui non, c'est quand même moins bien que Batman et Spider-Man en général. Il y a tellement de trucs qui sortent qu'en fait ils chient 80% de trucs nuls et 20% de trucs bien. Alors que c'est un bon perso, en vrai, c'est dommage. Et vive les codes de maille. Corentin, on va continuer du côté de Image Comics avec... Pourquoi? Je sais pas. Mais les codes de maille, voilà. Et les codes de maille, ça fait très plaisir. On va donc du côté de Image Comics avec un titre qui s'appelle All Against All, comme un groupe de musique d'ailleurs, je crois, ou une chanson, je ne sais plus. Mais c'est un titre qui nous vient du label CDG, vous savez, le fameux label monté par Ashley Woods et Chris Ryall, qui a notamment fait l'adaptation en bande dessinée du Reign, de la nouvelle Reign de Joel, merci. Avec Zoé Thorogood. Voilà, avec Zoé Thorogood au dessin, et donc qui ont continué en fait d'annoncer de façon ponctuelle des nouveaux titres. Et là, celui-là, ça a plutôt bien foutu. Respire. Puisque ça s'appelle donc All Against All, c'est écrit par Alex Packnadel, dont on a déjà un petit peu parlé sur le podcast, puisqu'il a fait notamment Red Fork qu'on a chroniqué. Et Giga qu'on a chroniqué aussi. Tout à fait. Donc Red Fork en VF et Giga c'était en VO, et ce sera dessiné par Caspar Winchgard qui a fait Homesick Pilots également chez Image Comics, qui était très 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 joli. Et sachez que pour l'anecdote, je pense que je peux le dire, eh bien, j'avais commencé à traduire, en tout cas, j'avais traduit le premier numéro pour un test chez un éditeur, mais finalement, en fait, c'est pas que je n'ai pas été accepté, c'est que le projet de l'adapter en VF a été abandonné. Et donc, voilà. Mais peut-être qu'un jour, ça arrivera, mais peut-être que ce sera pas moi, puisque je ne sais pas qui est dessus maintenant. En tout cas, c'était super beau, et All Against All, ça s'annonce super beau. Alors, qu'est-ce que c'est le concept? Eh bien, imaginez si, en fait, l'être humain était un peu le xénomorphe dans le film Alien. En fait, la Terre a disparu. Oh, le Predator. Plutôt. Ah bah, eux, dans leur communiqué, plutôt le xénomorphe. Ouais, parce que c'est des imbéciles, mais c'est pas grave. Mais enfin, n'insulte pas des camarades comme ça. Non, mais c'est sur Image Comics qui leur a dit de dire ça, mais c'est pas vrai. Vas-y, Arnaud, je te laisse parler. En fait, voilà, la Terre va être détruite. Pourquoi? Oui. Parce qu'on n'est qu'une bande de branleurs et que voilà, on va tous mourir. Plot réaliste jusqu'ici. Voilà, il y a des extraterrestres.
c'est encore plutôt réaliste. Ça va. qui ont décidé en fait, voilà, qui sont un peu des grands opérateurs de l'univers, qui en fait ont récupéré un petit peu à la façon de Noé sur son arche des représentants de chaque espèce animale sur Terre. Sauf que dans cette opération, ce qu'ils ne le savaient pas, c'est qu'en fait, il y a un être humain, il y a un humain qui est embarqué là-dedans. Et comment il s'appelle Helpless, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'aide, il est un peu tout seul, littéralement. Et donc le but de ces opérateurs, à un moment, c'est en fait d'essayer de trouver les espèces aussi, les apex predators, comme on dit bien chez nous. Et sauf qu'en fait, en voulant en fait récupérer un apex predator, et ils vont se retrouver en fait dans cette jungle dans laquelle ils ont mis toutes les espèces animales. Ils voient que il y a ce prédateur là qui bute un peu tout le monde, et quand ils vont essayer de l'arrêter, ils vont se retrouver bien emmerdés parce que c'est un être humain, c'est un mâle alpha, et du coup il va tous les zigouiller. C'est un mâle sigma. Un mâle sigma. Tu vois, ce qu'il parle pas beaucoup. Ah oui, peut-être, ouais. Voilà. Mais en tout cas, ça a l'air bien, en vrai, ça a l'air joli. Je sais pas si j'ai bien raconté le pitch, en tout cas, mais... Bon, des aliens détruisent la Terre, prennent des créatures dedans, ils les mettent dans la jungle, et en fait, ils prennent un humain par erreur qui est trop fort. Je résume pour ceux qui avaient du coup sauté une étape. Mais en tout cas, dans les planches, on voit un affrontement notamment entre un ours et un gorille, et je sais pas, enfin moi je trouve que ça tabasse vraiment, c'est assez violent, c'est très graphique avec des tonalités, enfin en termes de couleurs très fluo, très fluo, ouais. Mais pastel fluo. C'est assez ça a l'air joli. Moi quelque part, je trouve ça un peu un truc que je pourrais dire bientôt sur un album d'Alex Ross d'ailleurs. Je trouve ça dommage limite d'avoir mis des dialogues dessus. Parce que l'expérience, en fait, Attends, tu voudras en mode primal, quoi, de Tarkov. Bah ouais, mais même, mais tout simplement, le roman graphique Saison de sang, enfin, le roman graphique, non, c'est pas un roman graphique, mais la série Saison de sang de Mathias Berger et Cy Spurrier. Je suis fatigué. Nous montre bien qu'en fait, tu peux faire du narratif très évocateur sans parole. Et là, justement, ce côté jungle, ce côté bestiole, ça me fait penser un peu à Gone, tu vois, par exemple. Quelque part, voilà, pourquoi mettre de l'intrigue sur un truc qui est aussi bestial, qui est aussi, enfin, du dialogue sur un truc qui est aussi bestial, aussi évident. Mais bon, après, Pac Nanel, il est bon, effectivement, comme on l'a déjà dit. Il peut un peu se répandre, je trouve. C'est le cas sur Red Fork, justement, où il y a peut-être des trucs qui étaient pas expliqués ou qui étaient en trop, machin. Mais il sait maîtriser le genre, il sait maîtriser les bons effets. Giga aussi, ça tchatchait un peu dans le vent. Mais non, ça a l'air beau. Il y a un petit côté Raon, un peu, il y a un petit côté Tarzan, mais science-fiction, donc ça peut être plutôt chouette. Moi, enfin, ça me chauffe bien. Je connais pas beaucoup l'artiste, par contre. J'ai pas vu Psych Pilot. Psych Pilot, c'est vraiment chouette, hein. Faut que tu checkes. Mais effectivement, cette espèce de croisement entre le pulp du guerrier dans la jungle avec les créatures quelque part naturelles, parce que c'est pas des monstres de science-fiction, c'est un gorille, c'est un ours et tout. Et le côté effectivement science-fiction, ça me paraît chouette. Et c'est un ours blanc, hein, ce qui a son importance, parce que l'ours blanc, c'est la seule espèce animale qui est vraiment un prédateur naturel de l'homme. C'est-à-dire que si tu vois un ours brun, tu peux t'en sortir. Si tu vois un ours blanc, t'es foutu, quoi. Il va vraiment te beaucoup de façon, donc oui. C'est pour ça qu'on fait fond de la banquise, tu vois. En fait, c'est l'instinct de survie. Et ouais, allez, hop, on sort en 4-4, on y va. Voilà, Corentin, on continue du côté de l'indépendant, puisque j'ai envie que tu me parles d'un projet qui a l'air sympathique, ou je ne sais pas, tu vas me dire ce que tu en penses. Ce fameux projet de l'univers partagé de Jean-Marc Desmatteis. Jean-Marc. Chez Jean-Marie, on en a déjà parlé. Chez Spellbound Comics. Ouais, tout à fait. C'est tombé là, en fait. Vous me pardonnerez si c'est encore un peu flou, parce que je pense avoir tout compris, mais voilà. Donc Spellbound Comics, c'est une toute petite structure qui se lance là, qui est arrivée il y a pas longtemps, qui est dirigée par un producteur de Hollywood qui travaille sur quelques petites séries télé par-ci par-là, notamment chez Hulu et chez FX, et qui va accueillir Desmatteis pour 4 projets. Donc au départ, t'as envie de te dire que c'est un univers partagé parce qu'il appelle ça le des multiverses, non? Des multiverses, c'est ça. DM, voilà, comme des Mathéistes, des multiverses. Mais en fait, c'est juste une blague méta en interne. A priori, les intrigues seront pas liées les unes entre elles. Des muniverses, même. Je crois que c'est des multiverses. Hein. Mais du coup, les intrigues seront pas liées entre elles, a priori, en tout cas. En tout cas, vu les synopsis, ça paraît pas très évident. Et le twist, c'est que en fait, c'est pas vraiment 4 nouvelles séries, c'est 4 numéros 1. 4 numéros 1 qui seront financés sur Kickstarter, avec une campagne qui va se lancer là, au mois d'octobre. À l'issue de laquelle ils vont publier 4 numéros et un trade qui reprendra les 4 numéros avec beaucoup de bonus,
du behind the scenes, les recherches, des préfaces de Mathéis qui expliquera pourquoi ce projet, pourquoi cet artiste. Des photos de Jean-Marc à sa table de travail. Les photos de Jean-Marie, effectivement. Avec, oui, mais je trouve que c'est encore plus honteux comme prénom français. Donc, désolé aux Jean-Marie normaux de la vraie vie, qui n'ont rien demandé et qui sont nés avant. Bref, tout ça pour dire que, voilà. Ils vont faire donc ce trade et tous ceux qui achètent les 4 numéros et le trade, c'est là que ça devient pernicieux. Ils reçoivent un caillou comme chez Bad ID. Ils reçoivent un caillou comme chez Bad ID et en plus ils peuvent voter avec ce caillou maintenant dans une urne pour savoir quel numéro, enfin laquelle de ces séries-là aura le droit à une vraie existence pérenne. Ce qui donne des urnes très lourdes à porter, mais c'est écologique puisqu'il n'y a pas de papier gâché. Ta gueule. Donc, grosso modo, si vous saisissez un peu le truc, vous commencez à voir la difficulté, c'est que Mathéis a prévu 4 projets. Avec des bons artistes en plus, hein. Il y a Baldeón, il y a Matthew Dosmith dont on parlait récemment, l'élève involontaire de John Paul Leon. Enfin, remarque très volontaire en fait, faut qu'on arrête de dire n'importe quoi. Voilà, donc une série qui sera Anyman, une série de super-héros avec un twist, on sait pas lequel, on sait pas quelle va être l'approche, mais Anyman, voilà. Vu le nom, on pourrait imaginer que c'est un personnage de super-héros qui passe à travers les corps de différentes entités, par exemple, tu vois. Parce qu'on voit sur la couverture qu'il y en a plein de Anyman qui ont des gueules différentes. Donc, moi, je pensais à ça. Il y a Godsend, où là, c'est pareil, c'est un surhomme avec des pouvoirs qui fait très Dr. Manhattan. On sait pas si c'est un alien. Il a été envoyé par Dieu, en tout cas. Voilà, on sait pas si c'est un dieu, on sait pas si c'est un celestial being, comme ils disent. On sait pas s'il veut le bien, pas le bien, le mal, pas le mal. Ça a l'air, moi, le projet qui m'intéresse le plus, avec Dos Smith au dessin. Parce que t'as vu la couverture, t'as fait, oh, oui, on dirait le Dr. Manhattan. C'est exactement ça. Oh, ça a l'air trop bien. Non, mais Mathéis, il a quand même une expérience avec les super-héros, donc faire un truc un peu plus gris que, justement, juste une figure positive. Ouais, un peu plus gris, un peu plus bleu aussi, alors. Et Matthew Dos Smith, oui. Oui, tout à fait. Bravo, Arthur. Parce que c'est le Dr. Manhattan, il est bleu. Pourquoi mais tais-toi. Laisse-moi finir, c'est déjà assez long. Wisdom, un western avec du fantastique, et le dernier qui a un nom un peu plus long, qui est Ayla et le monde de Fairy Tail, un truc comme Layla in the Lands of After. Merci, c'est ça. Donc, qui est, je pense, suit la mort d'une jeune fille qui, en arrivant dans l'au-delà, découvre que c'est un monde merveilleux avec des fées, des arbres qui parlent, des fleurs qui ont des yeux, etc. C'est comme Little Nemo, mais en plus macabre. Oui, parce qu'il y a la mort, donc c'est forcément plus macabre. Enfin, non, c'est plus comme Reborn, mais qui sera bien, peut-être. Peut-être. Voilà. Ça va être la grosse différence. Donc, pour résumer, effectivement, donc ces 4 projets-là qui ont l'air intéressants, hein, donc, si on se résume, c'est Baldeón sur Anyman, c'est Dos Smith sur Godsend, c'est Sean McManus de Sandman sur Layla. Bon, il a pris un petit coup de vieux, je trouve, son coup de crayon maintenant, et c'est Tom Mandrake, pareil, un grand dessinateur de l'industrie, sur Wisdom. Mais donc, le problème, c'est que, déjà, l'éditeur dit qu'en fait, il n'aura pas les moyens de soutenir 4 séries en même temps, et même sur le long terme, c'est pas sûr non plus, qu'il va falloir faire un crowdfunding pour juste 4 numéros 1. Donc, évidemment, si vous backez juste pour Godsend, par exemple, et que c'est pas Godsend qui est mis en production ensuite, parce que les gens auront préféré voter pour Anyman, du coup, vous l'avez dans l'os. Et ensuite, c'est pas non plus sûr, à terme, que Spellbound, après la première série, aura encore les reins solides pour assurer la deuxième, et compagnie. Donc c'est toujours le côté frustrant des Round Robin, des Steel Cage, de Hey Comics. Ces opérations de vote, moi je les trouve un peu perverses, parce que forcément, du coup, s'il y a 4 choix, ça veut dire qu'il y en a 3 qui sont mauvais, puisqu'il n'y en aura qu'un seul qui sera validé à la fin, et qu'il faudra attendre peut-être 2 ans pour avoir la série que t'avais vraiment backé au départ. Donc bon, moi ce que j'aime bien, c'est le communiqué, justement, donc de l'éditeur, dont je vais vous retrouver le nom tout de suite. L'éditeur qui s'appelle David Baldi. David Baldi, qui donc est le fondateur de Spellbound Comics, où il te fait vraiment un plan assez long, où il te dit, alors, voilà comment ça marche Kickstarter, ils prennent 10%, après, les coûts d'impression, c'est ça, en plus, comme on va pas produire en masse, ça va coûter de temps, pareil, les délais d'impression, on va vous dire que c'est printemps 2023, mais on n'est pas sûr du tout. Le mec vraiment explique super bien, point par point, comment ça marche un crowdfunding de comics, pour faire aucune fausse promesse, pour pas non plus tomber dans le It's Amazing, Mathéis va révolutionner les comics de super-héros et tout. Il est vraiment très honnête, très ouvert, ça fait assez plaisir pour le coup, donc on peut lui faire confiance, on peut considérer que c'est pas une arnaque, c'est pas un truc où le gars te dit que t'inquiète pas, tout va arriver dans 10 ans, il te dit lui-même j'en sais rien, et il est très possible qu'effectivement on n'ait pas les moyens ensuite si le crowdfunding ne marche pas. Ça va presque se demander, mais du coup avec autant d'inconnus, pourquoi tu te lances? Parce que je pense qu'il a envie de tenter l'aventure, et des Mathéis aussi, quoi. Parce que ça peut être excitant aussi, le coup de l'opération vote Round Robin, ça a très bien marché, et ça a permis que des séries qui avaient perdu, en fait, soient ensuite mises en production quand DC avait
pour Blue Beetle par exemple, ils avaient besoin d'un truc à caler avec Blue Beetle, ils ont récupéré l'une des séries de Round Robin. Les projets dans l'ensemble, moi je trouve, ont l'air plutôt intéressants, à part vraiment le Layla and the Land of After, que je trouve que c'est un peu une inconnue. Enfin, Dematteis, il a déjà fait de la fantasy avec des personnages féminins en plus, enfin de la fantasy du conte pour enfants, je veux dire, ou de la fantasy pour enfants. Ça peut être sympa, mais très clairement, à mon sens, limite, il y a des projets qu'il aurait pu emmener chez Aftershock ou chez Image. Donc voilà, faudra voir comment ça se présente. Est-ce que c'est ça le projet? Est-ce que c'est pas d'attirer l'attention non, parce que c'est quand même dans une structure. Bah, tu pourrais dire, tu sais, qu'il attire l'attention avec le Kickstarter et qu'après, en fait, il y a un autre éditeur qui arrive pour l'aider à co-éditer le truc. Oh, je pense pas. Moi, je pense pas non plus au final quand je le dis comme ça. Quand ils en parlent, ils disent vraiment que il y a un esprit startup aussi chez Spellbound qui fait que ils vont tout centraliser et tout essayer de faire avec leurs petits bras, quoi. Peut-être que c'est un challenge aussi justement pour Spellbound pour essayer de se lancer avec un vrai gros projet, parce que Dematteis, on peut trouver qu'effectivement il a un peu de boue sous les bottes maintenant parce qu'il a pas fait que des trucs bien, mais ça reste une vedette. Il vendait encore pas mal sur les Spider-Man Ben Reilly. D'ailleurs, il a récupéré Baldeon de là. Hein. Et là, c'est Kraven the Lost Hunt qui l'occupe en ce moment, donc il a plutôt une bonne hype. C'est le moment de le faire, je pense, pour lui d'ailleurs. Donc on verra avec plaisir, mais encore une fois, c'est pas un univers partagé, c'est juste un coup de poker, et on suivra nous comment ça se présente, parce que c'est à la fois original, intéressant, mais ça peut être aussi un peu risqué, quoi. Ouais, ok, très bien. Bah écoute, de toute façon, on verra bien. Quand le Kickstarter se lance, à la limite, on verra bien si déjà ça réussit à aboutir, et peut-être qu'on pourra vous en reparler dans ce cas, si ça arrive à publication. Du côté du Creator Owned, toujours Corentin, on a eu la très bonne nouvelle, enfin, de voir annoncé officiellement par Boom Studios le nouveau Creator Owned de Liber Mero et de Mattson Tomlin, qui nous avait annoncé en exclusivité il y a maintenant un an, quasi, enfin, il y a un an, quand il était passé sur First Print. Il nous l'avait dit, vous pouvez réécouter le podcast vers la fin. Il fait ouais, je fais un Creator Owned avec Mattson Tomlin. Il n'en avait pas encore parlé publiquement. On a parlé sur Insta de Batman, on est devenus potes, et voilà. Ouais. Qu'est-ce que je disais du coup? C'est annoncé. Donc ça s'appelle Vicious Circle et ça va parler de voyage dans le temps. Ça, je me rappelle aussi qu'à la fin du podcast l'année dernière, il m'avait dit à la fin, il m'avait un petit peu parlé du truc. Il m'avait dit, par contre, vraiment, tu peux pas dire que c'est du voyage dans le temps, s'il te plaît. Si tu le dis, c'est foutu. Enfin, vraiment, faut vraiment pas que tu le dises. Et donc, a priori, quand on voit les planches aussi, on peut voir qu'il va essayer un petit peu de varier son style, justement, avec un style différent pour chaque époque qui sera traversée, puisque là, en fait, le concept, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont affublées d'une malédiction, c'est-à-dire que dès qu'ils tuent... Est-ce que je peux juste reprendre ta formulation, parce que je trouve génial. Oui. L'histoire va s'intéresser à deux hommes affligés d'une terrible malédiction. À chaque fois qu'ils tuent quelqu'un, ils se retrouvent déplacés dans le temps et l'espace. Oh, mais quelle horreur, merde, moi qui voulais tuer quelqu'un justement ce matin. C'est génial, juste le mec, il a qu'à arrêter de tuer quelqu'un, comme ça il bouge plus, quoi. Oui, mais sauf que le problème, c'est que... Je trouve le synopsis génial pour le coup, c'est tellement absurde. Sauf que du coup, l'une de ces deux personnes, c'est un tueur professionnel. Mais dès qu'il change d'époque, ses employeurs sont plus là, tu vois. Enfin... Bah oui, mais il va essayer de retrouver en plus une autre personne qui, elle aussi, est capable de voyager. Et c'est la personne d'ailleurs qui est responsable de son affliction. Ça sent le looper un peu tout ça. Ça sent surtout, ouais, c'est ça, c'est que la personne inconnue, en fait, elle a réussi à faire en sorte que le personnage principal, donc Sean Thacker, donc cet assassin expérimenté et professionnel, voilà, elle lui a affublé d'une malédiction, et donc forcément lui il va essayer de retrouver celui qui lui a fait ça. Effectivement, le problème c'est que cette course poursuite va être compliquée, puisque eh bien dès qu'il va tuer quelqu'un, et j'imagine parfois peut-être de façon involontaire, il va se retrouver déplacé effectivement dans le temps et l'espace. Donc à voir le scénario, ce que ça peut donner, ça peut vraiment être très marrant, et ça va être l'occasion d'aller justement dans plein d'époques différentes. Et on le voit avec les premières planches de Liber Mero que ça va y avoir vraiment des styles différents, et il passe même par des scènes de comics. Et parce qu'on voit effectivement, comme tu le dis, il y a plein de styles différents. Il y a des styles qui sont des hommages en fait à d'autres trucs. Si vous allez voir la preview, enfin pas la preview mais les premières planches, vous voyez qu'il passe dans une scène du Rocketeer, où en fait l'homme mystérieux met une patate au héros qui prend en photo, enfin au personnage qui prend en photo Betty Page. C'est qu'elle a cette posture là dessinée par Dave Stevens. Ouais, c'est ça, Dave Stevens. Et après en bas justement il y a une sorte de scène à la Mignola où vraiment il reprend explicitement le style Mignola. Ouais, bien sûr. Ça doit être du comment ça s'appelle? Edward Grey. Ça doit être du Edward Grey, cette scène-là. Donc ouais, effectivement, même il y a un truc un peu à la Grandpa à côté. Par contre, peut-être que c'est le côté métafictionnel qui sera la vraie surprise de la chose, plutôt que le voyage dans le temps, en fait. Grave, ouais. Ce serait super cool, effectivement, parce que quand on voit l'utilisation des couleurs ou
des aplats, parce qu'il y a toujours un effet de texture dans les planches de Bermero qui fait que, comme tu dis, c'est super réaliste. Là, ça a pas du tout l'air d'être le cas. Même justement l'espèce de petit passage cyberpunk où il fait de la colo vraiment très pop, très néon. Franchement, je trouve ça super beau, quoi. Et puis, ça a l'air d'être le renouvellement qu'on attendait un peu pour Bermero, qui fait plus grand chose à part des covers depuis quelques années. Parce qu'il est là-dessus, en fait. Ouais. Parce qu'il est là-dessus. Et donc, ouais, enfin, franchement, moi, je suis super chaud. Enfin, son Bermero de base, même s'il gardait son style d'avant, ça m'allait aussi, hein. Ça reste un génie du coup de crayon, du coup de pinceau. Mais là, effectivement, le projet, quoi que je trouve un peu farfelu, le côté course-poursuite à travers le temps, le côté mariage, essai avec différentes époques, le côté dinosaure sur la couverture. Ouais, il y a un dinosaure aussi. Voilà, enfin, tu vois, moi, maintenant, tu mets un dinosaure, même si c'est une BD pourrie, j'y vais, hein. Et voilà, si vous voulez me plaire, mettez des dinosaures dans vos BD. Mais trop cool. Et Tom Lin, pareil. Alors, Tom Lin, bon, on en a dit beaucoup de bien pour Batman Imposter. Il a raison, hein, c'est une excellente BD Batman. Faut se rappeler que c'est aussi le mec qui fait Project Power sur Netflix. Enfin, il a pas un CV que de trucs excellents. Mais en tout cas, en comics, c'est un vrai passionné. Et le fait qu'il fasse ça avec Bermero, ça nous rappelle que peut-être que ce sera un nom à suivre en parallèle de sa carrière au cinéma dans la BD à terme. Ouais, c'est ce que je lui souhaite en tout cas. Mais voilà, je suis saucé. Ça arrive en décembre chez Boom Studios. On aura un premier numéro pour la fin de l'année. Ce sera donc une belle fin d'année. Mais quand même, Boom Studios, ils ont des bons trucs en vrai aussi, hein. Bah, toujours, oui. On a un bon marché indé en ce moment. Bah ouais, de ouf. Et Bermero revient. Trop cool. Allez Corentin, je te redonne la parole pour le petit passage chez DC que l'on va faire avec la relance du concept Just Imagine de Stan Lee, mais qui se fera évidemment sans Stan Lee. Oui, bah oui. Ah bon? Pourquoi? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Stan Lee est un peu mort. Ah, juste un peu du coup. Ouais. Parce que quand même il fait encore des NFT, donc faut faire gaffe. Donc effectivement, Just Imagine. Alors comment résumer ça simplement? Au début des années 2000, bah il y a 20 ans d'ailleurs, je crois même précisément. Oui, c'est pour l'anniversaire. Ça, c'est pour l'anniversaire, oui. Bon, c'est aussi parce que il a pas fait grand chose chez DC, il leur fallait bien un projet pour. Ah non, c'est pour les 100 ans de la mort, de la naissance de Stan Lee. Voilà, c'est ça, c'est pour le 100e anniversaire. 100 ans là. Voilà. Effectivement, parce qu'il est mort il y a 4 ans maintenant. Ouais. Donc, le 28 décembre, donc son anniversaire. Stan Lee est né le 28 décembre, voilà, 3 jours après Jésus. Le concept de Just Imagine, donc c'est un projet qui, quoi? Oui, non, j'attends de dire, attends, il est vraiment né le 25 de Jésus, et puis voilà. Non, il est pas vraiment né le 25, mais on a fait une sorte d'alliance avec les Celtes pour dire c'est le 25, parce que c'est le solstice d'hiver et tout, bref. On sait pas quand est né Jésus, est-ce qu'il est né d'ailleurs? Le solstice d'hiver, c'est le 21 ou le 21. Non, mais c'est pour faire une sorte d'entre-deux. D'accord. Tu vois, le 25, c'est, je sais plus comment c'est tombé. Bah, si, il y a sûrement des gens qui nous écoutent qui le savent. Des vrais qui historiens. pourraient le dire dans les commentaires. En tout cas, Jésus est plutôt, je crois, né. Bon, on s'en fout, putain. Qu'est-ce que tu me fais chier là-dessus? Parce que Jésus existait déjà. Oui, a priori, il a existé. Mais après, bon. Mais pourquoi tu vois, tu recommences? C'est déjà assez compliqué vu mon état de fatigue. Donc ouais, voilà. Just Imagine, c'était un concept de DC qui était vraiment très, très évident. C'était, proposons à Stan Lee, la légende qui a créé tous les personnages de Marvel, de imaginer. Oui, non, mais Arnaud fait des mots qui vont énerver beaucoup de fans. La plupart des personnages Marvel. Il les a co-créés aussi. Voilà. Avec Jack Kirby. Enfin, le mec qui a mis son nom sur la copie. Non, je rigole. Pour résumer. Les gens vont nous détester. Il faut que tu coupes ça, hein. Stan Lee est un génie. Voilà, attention, ne dis pas le contraire. Donc effectivement, il y avait eu ce projet où Stan Lee venait écrire sa version des origines des personnages de DC Comics. Mais c'est nul, non, à la base? Bah, c'est pas terrible. Ça a 21 ans, du coup, j'ai trouvé la date. C'est pas terrible. En fait, il y a des gens qui adorent, d'autres gens qui détestent. Parce que c'est vraiment du Stan Lee façon Silver Age, on va dire. Il y a un point positif, c'est que déjà à l'époque, il avait utilisé beaucoup de personnages issus de la diversité pour incarner ses Batman, qui étaient du coup noirs, sa Wonder Woman qui était latino-américaine. Donc, on vous rappelle que Stan Lee était dans le bon camp des os, et que voilà, il a refait ses gimmicks, tu vois, c'est le fait de mettre la même lettre au début de prénom et nom. Il a remis des trucs par rapport aux mythologies antiques qui l'intéressaient. Il a mis un peu d'accident de laboratoire. En fait, il a fait du Marvel avec DC, soi-disant, en tout cas du Marvel à la Stan Lee. Ça n'a pas eu un accueil critique monumental, c'est considéré comme une curiosité sympathique. Il y a eu des gens qui vraiment ont adoré certaines choses. Je crois que la Catwoman avait été bien accueillie. Il y avait même des bons artistes, je crois. Il y avait Bacalo qui avait fait, il y avait Simonson qui avait fait, c'est sûr. Il y avait Cassaday aussi, bon voilà. Il y avait Byrne. Voilà, enfin, il y avait grosso modo, c'est un gros événement, voilà, c'était Stan Lee qui vient chez DC pour la première fois, c'est incroyable, c'est comme là, tu vois, il y a Paul Levitz qui va chez Marvel, tout le monde se dit, même si le projet est pas terrible, ça reste un milestone, je te dis pas le contraire, écoute, mais le fait est que, effectivement, DC a été un des rares,
même si leurs comptes publics ont rendu hommage à Stan Lee après sa mort, et c'est normal. Stan Lee reste un grand homme des comics, même s'il a pas travaillé chez DC. Là, ils ont dû se dire, bon, c'est vrai qu'il y avait ce truc-là, qu'est-ce qu'on peut en faire? On peut lui rendre hommage, on peut dire à des artistes un peu vedettes, venez travailler pour nous. Et refaites la Terre 6, qui, techniquement, dans le multivers DC, c'est la Terre Marvel. Enfin, c'est l'une des 2 Terres Marvel. Donc, sur le papier, pourquoi pas? Tu peux te dire, oui, c'est vrai, Stan Lee a fait du DC. DC a bien le droit de faire comme les autres, c'est-à-dire de reprendre tout ce qu'il a fait avant de partir et de faire une sorte de continuation posthume. C'est pas beaucoup moins, c'est compliqué d'en parler à chaque fois parce qu'à chaque fois tu te dis, oui, mais ça reste quand même du pillage de cadavres, quoi. C'est toujours le côté, Stan Lee aurait sûrement été d'accord parce que ça a jamais été un mec qui était contre l'idée de se vendre sur son nom ou même d'inspirer des produits à d'autres, hein. Mais en même temps, bah voilà, ça reste le côté, pourquoi on pouvait s'en passer? Est-ce que vraiment vous allez pas juste mettre Stan Lee en gros sur la couverture pour le vendre? Alors qu'en fait, au demeurant, Stan Lee, c'est pas ça qui a défini sa carrière, tu vois. Mais ça reste, voilà, des créateurs intéressants qui, je pense, le font sincèrement. C'est Mark Waid, Jerry Ordway, Michael Conrad, Becky Cloonan, voilà, Colin Kelly, Jackson Lanzing, Lee Weeks, quand même, c'est cool. Juan Ferreira, c'est super cool aussi, ça, tu vois. Belen Ortega, Dunbar, Aidan Sherman, excellent, Aidan Sherman. Donc voilà, c'est quand même des artistes de talent, un roster de talent. Le reproche que j'aurais à faire, moi, c'est que ça va probablement être très court. Parce que ces 96 pages pour toutes ces équipes créatives-là, elles auront probablement moins de 10 pages pour s'exprimer à chaque fois. Donc ça va pas être très utile, quoi. Ça va vraiment être... Rappelez-vous ce personnage obscur que Stan Lee a créé il y a 20 ans. La bande dessinée n'est jamais utile, Corentin. Non, mais dans le contexte de la bande dessinée, Arnaud. Je te dis pas utile au monde, ça va pas envoyer des fusées sur la Lune, c'est sûr, mais... Ça va pas te permettre de retaper tes chiottes. Non plus. Pourquoi? Parce que je me fatigue, là. Je peux plus. 8 ans, c'est trop. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Explique-nous, tes chiottes sont cassées, là, c'est ça? Non, tu peux mettre un message à un plombier qui passe? C'était juste sur le fait que la BD serait pas utile pour beaucoup de choses. Non, mais c'est pas utile par rapport au fait de lire une bonne BD ou une BD qui pourrait t'apporter des choses. Là, ça va vraiment être juste des personnages que tout le monde a oubliés quand même. C'est un bonbon nostalgique pour des gars qui lisaient déjà ça il y a 20 ans et qui ont envie d'être nostalgiques de ce truc. Mais il y a vraiment des nostalgiques de Just Imagine, tu vois. Des gens qui attendent des gens qui sont nostalgiques de ce truc pour une raison X ou Y, que je ne m'expliquerai pas, comme il y a des gens qui sont nostalgiques de Rob Liefeld. Moi, je pense vraiment que c'est un coup publicitaire en mode on a ça de Stan Lee, voilà ce qu'on peut en faire. Ils ont fêté il y a quelques années le centenaire de la naissance. En 2017, on fêtait le centenaire de la naissance de Jack Kirby. Hein. Mais il y avait une sorte de projet comme ça avec 96 pages. Où, il y avait des putains de couvertures variantes dans tous les sens, ouais. Ouais. Bon, ça, à la rigueur, tu vois, un mois variante avec les héros de Terre 6, pourquoi pas. Bah non, parce qu'ils sont moches. Ou limite, tu les utilises dans une vraie intrigue, tu vois. Enfin, pourquoi pas. C'est vrai que le dialogue Marvel DC, il pourrait s'écrire aussi. Regarde la Squadron Suprême. Tu vois, c'est la Justice League dans l'univers Marvel, ça existe, mais c'est plutôt utile au sens où ils les mettent vraiment à l'effort de certains événements, parfois. Alors que là, les héros de Terre 6, la dernière fois qu'ils ont été utiles, c'est quoi? C'était Multiversity. Oui, et encore, ils étaient... Ouais. Bah, il y a le truc, il y a l'espèce de faux Thanos de DC qu'ils ont récupéré dans Justice Incarnate, juste pour dire que Darkseid était plus fort que lui. Enfin, c'était vraiment un truc très, très lourdeau. Mais donc, bref, voilà. En tout cas, ça va sortir. C'est des bons artistes. Si ça vous intéresse, voilà, de donner un peu d'argent à DC sous couvert de rendre hommage à Stan Lee, la Terre vous permet de le faire. Donc, faites-vous plaisir, les gars et les filles. Et bah, nous, probablement que moi, je lirai pas ça. Ah bon? Mais j'aime pas, moi, Just Imagine. Je suis pas nostalgique de ces trucs-là, tu vois. Je trouve que déjà à l'époque, ça me paraissait être une OP marketing vraiment pas très bienvenue parce que c'était que des numéros 1 avec aucune envie d'en faire quelque chose de vrai, tu vois. Et puis Stan Lee, c'est Marvel. Enfin, ouais. Voilà. Stan Lee, c'est pas DC. Oui, ça c'était une très belle analyse, Corentin. Vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux. Pour d'autres, voilà, pour des hot takes assez incroyables. Stan Lee, c'est Marvel. Bientôt, Batman, c'est DC, et d'autres choses incroyables. C'est Dynamite. C'est waouh, ce punch quand même. J'aimerais bien qu'on ait des. Tu veux donner un avis là-dessus peut-être? Non. T'as le droit, hein, si tu veux. Arnaud, c'est la déconne. Voilà, c'est vraiment ce genre de choses-là. Voilà. Corentin, les Dead Boys Detectives de retour avec Pornsack Pichetshot, l'auteur d'Infidèle, arrive dans l'univers dérivé du Sandman. Et l'auteur Eisnerisé de The Good Asian.
Ah oui, ouais, c'est vrai qu'il y avait ça. Tu ne t'en souviens plus? Bah, c'est pas ça, c'est qu'il y avait pas d'éditeur VF qui s'est jeté dessus, c'est dommage. Oh, ça finira par venir. Parce que le dessinateur Alexandre Tefenki habite pas très loin, il est en Belgique, donc voilà. C'est vrai que tu le dis à chaque fois. Je le dis parce que je le sais. Alexandre, si tu nous écoutes, les frites et tout ça. Et effectivement, donc c'est Pansac Pitch Shot qui va relancer les Dead Boys. Ça fait quelques années quand même qu'on n'a pas eu de Dead Boy Detective. La dernière fois, on avait eu un truc chez Vertigo encore là. Mark Buckingham en 2014, ouais. Effectivement. Oh, on me l'a fait pas, moi, attends. Je me souviens très bien. Bah non, on était déjà sur DC Planet. C'est vrai. Et à l'époque, c'était déjà un très bon volume qui, a priori, va servir de matériau de référence. C'était qui? C'était Mark Buckingham, c'est ce que je viens de dire. Alors, au scénario et au dessin. D'accord, ok. Bah, c'est le grand pote Neil Gaiman, c'est avec qui il fait la Mr. Miracle, je raconte. Miracle Man, voilà, Marvel Man, Miracle Man, qui est un grand de Vertigo, qui a fait un peu de Sandman aussi. Enfin, c'est un petit truc qui s'appelle Fable aussi, je crois. Ouais, tout à fait. Un grand de Vertigo, donc effectivement. Là, c'est Jeff Tockley. Bon, plutôt bon dessinateur aussi. C'est un grand pote de Cy Spurrier avec qui il a fait le Six Gun Gorilla. C'est bien, ça, d'ailleurs? Enfin, jamais, ça ne me dit rien. D'accord, très bien. Enfin, je vois, mais je l'ai pas lu. Et donc là, on est dans un cas de figure vraiment. Une série télé arrive, il nous faut un bon produit en comics pour l'accompagner, exactement comme le projet sur le Corinthien de James Tynion IV quand la série de Sandman est arrivée. Ouais, puis ils ont envie d'exploiter la marque parce que clairement ce sera un truc avec marqué, même au-delà de la série Dead Boy Detective, de toute façon, même sur la couverture de ce truc, il y aura marqué From the Pages of Sandman. Et ça, tout simplement, déjà, c'est The Sandman Universe, The Dead Boy Detective, #1. Oui, donc ils continuent d'utiliser la marque The Sandman Universe. Oui, bien sûr. À tel point d'ailleurs que le numéro aura un backup. Qui sera consacré à Thessalie, qui est le personnage de la sorcière qui guide les nanas à travers l'imagination. Enfin, je vais pas spoiler ce qui se passe dans cet arc-là, mais bref. Bon, pour ceux qui ont lu l'arc Game of You de Sandman, vous voyez de qui je parle, la sorcière avec des lunettes. Qui aime pas trop les oiseaux. Donc là, pareil, qui fait son retour. Il avait déjà eu droit à une mini-série, ou peut-être juste un one-shot de Sandman Presents. Donc voilà, c'est vraiment, oui, encore une fois, une participation de la résurrection de Sandman en comics. C'est jamais que la 3e, ça tombe bien. Moi, je suis content parce que Pansac Pitch Shot, c'était un bon scénariste et on a quand même eu quasiment que des bonnes équipes sur les Dead Boy Detectives. Au départ, c'était quand même Ed Brubaker et Brian Talbot. Après, c'était Jill Thompson, le fameux volume manga que j'essaie de vendre à tout le monde comme une évidence. Et ensuite, Mark Buckingham. Donc là, effectivement, on est quand même dans une continuité de très grands talents. Ça me fait très plaisir et je suis content parce que pareil, le Corinthien, c'est plutôt pas mal. Enfin, le Nightmare County de James Tynion IV, c'est plutôt pas mal. Donc, si il faut ça à DC pour réussir à prendre l'univers de Sandman au sérieux et pas juste faire leur truc chelou là qu'ils avaient fait quelques années, où en fait on retient pas grand chose à part le Hellblazer et un peu The Dreaming. Tu vois de quoi je parle, le Sandman Presents, enfin le Sandman Universe, où il y avait Spurrier qui était arrivé sur Hellblazer, il y avait Books of Magic qu'ils avaient relancé, qui était pas ouf. Il y avait Lucifer qui servait à rien du tout, la House of Whispers aussi, qui commençait bien puis qui s'est pas trouvé ensuite. Et les 2 volumes de The Dreaming, où je crois que Spurrier était venu aussi, il y avait J. Willow Wilson à un moment donné, et Nick Robles. Bill Whistleville. Voilà, ça c'est édité en VF d'ailleurs aussi. Oui. Voilà. Allez, Corentin, on continue du côté de Marvel cette fois, parce qu'il y a quand même des petites annonces aussi, malgré tout dans une actualité qui, vous l'aurez constaté, était plutôt dominée par les indés, et ça fait toujours plaisir. Alors du côté de Marvel, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, Miles Morales va avoir droit à son relaunch. C'était attendu. Forcément, on n'allait pas s'arrêter au numéro 42 qui conclut la série nulle de Saladin Ahmed. Mais avec l'importance de Miles Morales aujourd'hui sur tous les secteurs et puis avec le nouveau film Spider-Verse qui arrivera l'année prochaine, pareil, c'est la même stratégie qu'avec les Dead Boy Detectives. Il faut que la marque et que le personnage continuent d'exister. Donc, ce sera donc l'occasion de reprendre un numéro 1 pour une nouvelle série. Et de mettre une nouvelle équipe créative là-dessus, puisqu'on va retrouver à l'écriture de cette série Cody Ziegler, qui a écrit Amazing Spider-Man pendant la période Beyond et qui est aussi d'ailleurs scénariste sur la série télé She-Hulk. Et au dessin, on aura Federico Vincentini, qu'on avait aussi vu sur le Amazing Spider-Man de Nick Spencer, qui sont plutôt bien dans le registre mainstream. Ça se débrouille pas trop mal, ma foi. Mais surtout, plus important, c'est qu'il y aura un petit peu de team-up entre Miles Morales et Misty Knight, parce que il faut savoir que Cody Ziegler, qui est, je crois bien, qui est noir américain, en fait, avait simplement envie de dire, en fait, j'en ai marre que ce soit Peter Parker son mentor, j'aimerais bien qu'il ait une figure de mentor Renoir. Et donc, il s'est choisi Misty Knight parce que
quand on est une femme noire aux États-Unis, c'est pas du tout la même chose que quand on est Peter Parker en termes de thématiques sociales. Donc ça, rien de neuf non plus dans la façon dont Marvel veut aborder aussi ce genre de registre. Et pour celles et ceux qui trouvaient que le nouveau costume qui avait été présenté pour les 10 ans de Miles Morales était dégueulasse, eh bien déjà ça a pas duré longtemps. Vous êtes très nombreux à le penser et heureusement on va retourner au costume stylé imaginé par Sarah Picali. Mais en vrai le pire c'est qu'il est pas dégueulasse, c'est juste qu'il est pas bien utilisé. Non mais quand tu vois la variante de Rodriguez, regarde, tu vois là par exemple, il y a une énergie un peu Spider-Gwen qui aurait pu le faire, mais moi j'ai des en action les pages elles sont dégueu quoi. Moi je trouve horrible vraiment on dirait une sorte de tentative ratée de cosplay Adidas Spider-Man quoi. Ouais non mais il est juste moche. Ouais non il est pas. Ouais. Est-ce que tu vas y retourner parce que toi je crois que tu lis plus le Miles Morales. Cody Ziegler, il me faut plus que ça pour me déplacer, on va dire. Mais qui lit encore Miles Morales après la saga des clones là, mais c'est un enfer sans fin. C'est un scandale ce qu'ils ont fait. Moi, franchement, je serais Bendis, je ferais un procès. Je dis pas de conneries. Enfin, le mec, il aurait quand même pu laisser des directives après, c'est une chose. Mais je sais pas où Ahmed, il veut nous emmener avec ça. Où il a voulu nous emmener. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là, quoi? Moi, j'ai pas encore complètement fini. Et après cette histoire, ça, il y a quand même ce passage. Après la saga des clones, en fait, il continue. Et franchement, je m'en fous. Je sais plus. Je spoil la VF, mais pas la VO. Mais voilà. Où en fait, il est en team-up avec l'un de ses clones, mais qui est une version un peu bête de lui. Ça fait un peu comme Bitch Stewie dans Family Guy. Je sais pas si tu te rappelles. Quand j'ai pas vu Family Guy. En fait, dans Family Guy, t'as un épisode qui est incroyable où Stewie crée un clone de lui pour l'aider en fait à faire des tâches et tout ça, sauf que c'est un clone un peu con en fait, tu vois, donc il lui dit juste ouais, il faut juste que tu fasses ça, juste que tu bailles ça, sauf qu'en fait il a tellement un petit peu arriéré, en plus il commence à se décomposer qu'en fait il devient de plus en plus bête et il fait que des conneries. Et voilà. J'ai pas vu cet épisode. Et t'as Brian qui est aussi en fait et le truc c'est que Brian c'est le chien qui est jaloux, il veut aussi son propre clone, et en fait leur clone il les appelle Bitch quelque chose, donc c'est Bitch Brian et Bitch Stewie et c'est affreux mais c'est trop marrant. Enfin bref, c'est Shift il s'appelle. Ouais, c'est Shift machin, donc c'est son Bitch Miles Morales. Par onomatopée, il est insupportable. Ouais, c'est trop nul, c'est vraiment trop nul. Non mais franchement on se fout de la gueule du monde. En plus il lui fait trop des dialogues du genre ouais t'es mon ref et tout, c'est trop nul quoi. Ouais, parce qu'il maintenant il a une petite sœur, tu vois, donc il fait ouais je suis non seulement un frère parce que j'ai ma petite sœur, mais j'ai aussi un nouveau frère, et là t'as l'autre qui fait salut ça va. Non mais l'armée, l'espèce d'armée arachnéenne basée sur Miles Morales pilotée par les clones, mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, déjà la saga des clones c'est une mauvaise idée à l'époque, mais en plus vous la faites en moins bien qu'à l'époque. C'est quand même fou, genre c'est quand même fou quoi, quand ils pensent au truc, les mecs ils se sont dit on va refaire un des pires événements des années 90 mais qui s'est bien vendu avec Miles Morales, on va le faire moins bien et en plus moche. Mais heureusement, en beaucoup plus court, parce que ça durait. Oui, encore heureux, effectivement, en plus centralisé, en plus. Mais du coup, oui, non, autant j'ai beaucoup de respect pour Saladin Ahmed qui a fait des très bonnes choses dans sa carrière, autant là, comme les Avengers d'Aaron, moi, c'est vraiment, je comprends pas que ça dure aussi longtemps quand c'est aussi mauvais, en fait. Même Nick Spencer sur Spider-Man, il y avait des meilleurs passages que ça, enfin. Ouais. Là, il y a quand même vraiment un côté série Z. Donc, je suis content que ça s'arrête. Après, Cody Ziegler, oui, pourquoi pas. Ça manque encore un peu d'ambition. Enfin, je sais pas, il y a quand même le film qui va bien finir par arriver un jour. Peut-être que ce serait le moment de faire un peu plus des mini-séries, tu vois, avec Miles, comme ça, tu vois, c'était quoi, Shockwaves? Ouais, Onde de choc. Voilà, avec Geoff. Ça précise, enfin, que t'es au storyboard. Ça, par exemple, c'est un truc qui, moi, m'intéresse plus. Les petits projets qui racontent une histoire sans forcément faire un énorme run. Tu vois, le What If Miles Morales, c'était aussi Ziegler quelque part, hein. Je vais pas être méchant, mais. Ah, c'était lui aussi. C'était lui qui l'avait fait. Il a fait un numéro. Non, il avait fait un numéro, c'est ça? C'était le premier, non, Captain America? Je crois, hein. Je sais plus, moi. Je crois que c'était ça, et c'était pas bien. Enfin, c'était. Bah non. Non, mais What If Miles Morales, c'est naze, hein. Puis si c'est pour faire de la symbolique, en mode Miles, c'est le héros, le nouveau héros, machin, tout. Mais juste, c'est un adolescent, c'est un jeune homme, laissez-le grandir. L'écriture de Bendis, c'était ça, justement, qui était intéressant. C'est qu'il voulait pas en faire juste des grandes figures symboliques. Peut-être parce que lui n'est pas noir, après, évidemment, c'est probablement différent du point de vue d'un scénariste noir si t'as un Spider-Man noir à mettre en avant. Mais là, en l'occurrence, moi, j'aimerais juste qu'on arrête la Zumba, on mette des petites mini-séries par-ci par-là, et on laisse des artistes talentueux s'exprimer dessus. Stop, quoi. Les what if, les clones, les multivers, c'est bon, c'est pénible, en fait. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Et pour terminer la partie comics, toujours du côté de Marvel, ils annoncent un one-shot
Timeless de Jed MacKay avec de nouveaux Kang. C'est vraiment, enfin là, tu sais, enfin comment le dire, c'est du recyclage. C'est du foutage de gueule aussi en même temps parce que c'est vraiment le même délire qu'on va faire un one shot avec une histoire sur Kang et dans cette histoire on va inclure des teasers pour faire part un petit peu des grands arcs qui auront lieu en 2023. C'est quasiment la même équipe créative parce qu'il y a Jed MacKay et Greg Land qui étaient déjà l'année dernière et puis ils ont juste trouvé Patrick Zircher et l'incroyable Salvador La Roca. Et du coup bah voilà pourquoi faire ça encore, bah surtout pourquoi encore avec avec Kang parce que Kang c'est le méga vilain, voilà, cinéma, mais oui, en comics en comics aussi non mais en comics aussi mais oui, parce qu'ils l'ont bien voulu. T'as vu que tu te rappelles pas maintenant avec le recul tu vois comme on a bouffé du Thanos pendant les c'était particulièrement le voilà, bah là ils vont faire pareil avec Kang. Bah ouais, mais je trouve ça dommage. Parce que moi il y a des trucs qui avaient été amorcés, bah tu sais c'est comme le one shot Incoming là qui avait un peu lancé cette espèce de mode, oui c'est ça, ouais. Même Marvel Legacy c'était pareil en fait, je suis en train de me dire, enfin le numéro Marvel Legacy c'était déjà un peu ça, ouais, sauf que est-ce que c'est pas annuel en fait ça maintenant, est-ce qu'on n'a pas juste loupé une année parce qu'en fait chaque année il y a un truc comme ça? Non, depuis Incoming ouais, mais pas il y avait pas eu entre Marvel Legacy et Incoming justement. Bah voilà, après il s'était passé 2 ans et demi entre les deux. Tu vois là c'est pareil, enfin Salvador La Roca, Greg Land. Bon, Patch Zircher, à la limite, pourquoi pas, il a fait des bonnes choses. Greg, ça va, hein. Greg Land. Ouais, franchement. Le roi du découpe, enfin, le roi de la recopie de oui, il fait du recopage, mais que franchement, tu regardes. Anderson et compagnie. Non, mais oui, non, mais voilà, il a cet art, mais je trouve que franchement, juste, ça va. Oui, c'est mieux que Salvador La Roca, c'est sûr. Ah oui, bah, en même temps, si tu nivelles par le bas, bah, si tu viens de dire ça va, j'allais dans ton sens, pourquoi tu m'engueules? Bah, je t'engueule pas. Bah, je t'engueule pas. Non, mais tu vois, enfin, Greg Land, c'est pareil, c'est des vieux noms, t'as tout le côté Stormbreakers, les Young Guns et compagnie, mais c'est là qu'il faut les mettre aussi, les gars. Bah, pas pour un one shot jetable où, en fait, l'intrigue, on s'en branle et ça va permettre juste à... Mais parce que nous, on se dit que c'est jetable, mais il faut se mettre à la place des jeunes lecteurs qui se disent, ça va amorcer l'année qui arrive, les grands événements. Franchement, c'est un motivateur, ce genre de récit, ça n'a aucun intérêt en dehors de son contexte de publication. Et c'est pour ça d'ailleurs que même Incoming, Panini l'a jamais publié et qu'il y a des gens ultra compétitifs qui râlaient dessus. Mais parce qu'en fait, de toute façon, ce genre de récit n'a vraiment... Ah, je suis pas d'accord. Incoming, et c'était l'une des dernières fois où on a vu le Masked Rider, quand même. Cette piste, mon dieu, mais tu vois, les mecs, ils naviguent à vue, quoi. En fait, Chester, il passe sa journée à se prendre de la coke dans son bureau avec Nick et ils mettent des films de boules ensemble et ils se disent, putain, la vie, elle est belle. Mon copain, je vais aller voir à New York. Personne ne dirige Marvel en comics. Enfin, c'est du coup par coup. Est-ce qu'il y a une visée à long terme? Non, on pourrait faire une liste des événements chronologiques depuis juste Marvel Legacy. Pour moi, il y a rien qui a du sens. Il y a rien. Si, il y a Krakoa. Voilà. Ça va. Encore que Stephen Walker est parti maintenant. Mais franchement, si tu dis, à un moment donné, vous faites ça au jour le jour, quoi. Comme tu dis, c'est le même truc que l'année dernière avec le même vilain, la même promesse. Et déjà qu'on a vu que l'année dernière, ça avait pas servi à grand chose. Bah non. Toutes choses égales par ailleurs. Enfin, après, l'année n'est pas finie, mais Timeless, du coup, Panini l'a publié dans le Marvel Comics, quoi. Mais Incoming, je sais qu'il y a des gens qui râlaient et tu fais, ouais, mais en même temps, mais franchement, le contenu, déjà. Le contenu et l'intérêt, on s'en branle. Ouais. On s'en branle. Ouais, c'est dommage, alors qu'en fait, normalement, dans les comics, c'est une force, ça, le côté catalogue de preview, le grand vilain, il arrive, tu sais, bah. Ouais, mais tu le fais pour le FCBD, en vrai. Ouais, regarde le DC Universe Rebirth 1 de Jones, tu vois, ça nous avait quand même motivé. Oui, mais c'était vraiment pas pareil. C'est un truc qui est censé mettre un push en mode, venez, restez toute l'année, ça va être super bien, voilà, c'est bande-annonce. Alors que là, quand même, enfin, en plus, le fait de généraliser ça chaque année, c'est que tu te rends compte qu'en fait, sur une année, bah, il se passe pas grand chose, quoi. À part au niveau des séries individuelles, comme c'est vraiment le côté, en plus, on utilise le même nom, genre, c'est pas le bordel, déjà, d'avoir toujours des séries au même numéro, qui reviennent au même numéro, et de s'embrouiller dans les volumes. Là, t'es sur des one-shots qui ont vraiment, te dire, ah, attention, parce que le timeless de 2021, c'est pas le même timeless que de 2022, et c'est pas le même que le timeless de 2023, attention, c'est super important. Je sais quoi. Je sais pas quelle voix t'as essayé de faire, mais c'était parfait. C'est pas une voix de casse-couille. C'était parfait. Ouais, donc du coup, voilà. Ouais. On s'en branle, hein. Un peu. J'aurais bien envie de dire qu'on s'en fout un petit peu, mais on verra, du coup, quand même, ce que l'avenir nous réservera dans ce numéro. Si je peux dire un truc, il y a de très bonnes choses qui sortent régulièrement chez Marvel. Ce n'est absolument pas un procès d'intention sur les scénaristes, sur les grandes histoires qui paraissent régulièrement. Mais il faut dire un truc, c'est vraiment depuis, je crois depuis Chester, en fait. Encore que c'était déjà un peu pareil avant, il y avait un accélérationnisme, mais là, même, vu qu'ils ont mis fin à leur période de relaunch systématique, ils ont gardé des salmanies, justement, comme ces trucs-là.
Et en fait, moi, je pense vraiment que ça navigue à vue, que ça attend de voir quel film va sortir ou quelle série va arriver, parce qu'en fait, ils ont plus d'autres boussoles que ça. Et que voilà, Kang, on va s'en taper des caisses et des caisses et des caisses jusqu'à Kang Dynasty. Et enfin, faut s'y préparer, quoi. C'est chiant, mais ce qui dirige Marvel actuellement, c'est Kevin Feige et sa casquette, quoi. Ouais. Bon. On passe à la série télé, du coup. Et je m'aperçois que j'ai dit beaucoup de du coup en l'espace de 5 minutes. Je m'en excuse. Mais Arnaud, excuse-moi, oui, j'ai supprimé quelque chose peut-être dont tu voulais parler. Bon, sauf si on n'a pas le temps. Enfin. Non, ouais, on n'a pas trop le temps. D'accord, allons-y alors. C'est pour ça. C'était quoi? Tu pensais à quoi? Le DC. DC. Ah, ouais, en fait, je me dis que c'est trop spéculatif pour l'instant et qu'il vaut mieux attendre un petit peu. Voilà, on aurait pu dire du mal de DC aussi pour équilibrer, tu vois. Oui. Bah, après, dans le genre Jean qui navigue à vue. Ouais, clairement. On en reparlera. On en reparlera à mon avis très prochainement pour l'occasion. Corentin, on passe du côté de la série télé. Une petite brève pour dire juste que, et ce sera en lien forcément avec la partie cinéma juste après, les séries Constantine et Madame Xanadu de HBO Max n'iront pas sur HBO Max. C'est J.J. Abrams, la boîte de J.J. Abrams qui est à la production. Et de la même façon que Cape Crusader doit être chopé à droite à gauche, eh bien Constantine et Madame Xanadu, ces séries du potentiel Dark Universe télévisuel n'iront pas chez HBO Max, qui a priori préfère simplement les vendre à un autre diffuseur parce que ça fera plus de pognon que de les produire et de les diffuser à la maison. Ouais. En fait, c'est tout simple, mais il y a une sorte de produit originel qui explique très bien cette situation. C'est ce que je mets dans chaque article. Péché original, tu veux dire? T'as dit produit original? Oui, non, produit original. Ah, ok, alors je dis. C'est de cette stratégie, le truc qui a lancé un peu cette mode. Ah, ok. Maintenant, je le mets dans chaque article que j'écris pour comicsblog.fr parce que ça me paraît très clair. Sandman, personnage DC, production Warner Bros Télévision, payé et financé, et diffusé sur Netflix. Voilà, c'est parce que, simplement, à l'époque, Warner Bros Télévision qui devait gérer différents chantiers avec HBO Max, ils avaient une enveloppe restreinte, ils se sont aperçus que, ce serait plus simple si la série se faisait ailleurs et a été payée par quelqu'un d'autre. Bon, ça c'était l'enveloppe qu'ils avaient à l'époque. Depuis, cette enveloppe s'est rétrécie aux 3/4, et comme on l'a bien déjà dit, ils n'ont pas les moyens de payer par exemple la sortie de Shazam là cette année parce qu'ils ont plus de fric depuis la fusion. Ce délire. Discovery s'est endetté pour acheter Warner Bros. Et maintenant que Warner Bros leur appartient, c'est la dette commune. c'est génial. C'est-à-dire qu'ils veulent pas s'endetter encore plus. Là, ils sont plus dans Ils ont fait 3 milliards d'économies, c'est ça? Ils veulent faire 3 milliards d'économies. Voilà, donc on a vu tout ce qui a été annulé, Batgirl qui est annulé parce qu'il faut récupérer une aide d'État. On a vu que le film Wonder Twins annulé parce que on voit pas l'intérêt économique. Plein de séries animées qui sont supprimées parce qu'on n'a pas envie de payer les royalties des créateurs si les produits restaient en ligne. Et enfin, tout est comme ça, en fait. Tout vise vraiment à l'économie maximum. Et donc, effectivement, dans ce contexte-là, c'est logique. Ils ont déjà des équipes qui travaillent depuis quelques années, d'ailleurs, maintenant, sur Constantine, sur Madame X et sur Cape Crusader. Sauf que eux n'ont pas les moyens de les payer. Et en même temps, ça leur apporterait de l'argent si ça sortait. Donc, ils vont aller voir Netflix, ils vont aller voir, peut-être Hulu, ils vont aller voir Amazon, ils vont aller voir Apple. De ce qu'a rapporté donc déjà, la première chose, évidemment, voilà. Donc, effectivement, comme tu l'as dit, les séries Constantine et Madame Xanadu ne sont pas annulées. En tout cas pas officiellement. Il faut voir si un repreneur va se présenter. Pour Cape Crusader, c'est quasiment déjà fait dans le sens où J.J. Abrams. D'ailleurs, message personnel, parce que j'en ai un peu marre de voir dès qu'on écrit le nom de Abrams, les mêmes mots lens flare et non, c'est nul, c'est un connard et tout. Abrams, c'est un producteur là-dedans, il va pas réaliser le moindre épisode ni des séries télé dont on parle, ni de la série animée. C'est juste, c'est un producteur, c'est lui qui a révélé Matt Reeves. C'est lui qui a révélé Jonathan Nolan aussi. Enfin, voilà, il produit Westworld. Il n'y a pas beaucoup de lens flare dans Westworld. Juste Bad Robot, c'est une boîte de prod qui fait de très bons projets et qui sont pas tous des projets Abrams. Donc, n'ayez crainte si vous vous inquiétez de ça. Il se trouve que Abrams et Matt Reeves sont potes et ensemble, ils vont coproduire donc l'adaptation animée Cape Crusader, qui sera toujours un produit Bruce Timm avec Ed Brubaker au scénario, Greg Rucka au scénario. Voilà. Et donc, THR a dit, enfin, le Hollywood Reporter a dit que ça a commencé depuis 2 semaines. Donc Abrams, Timm et Reeves font en fait le tour des studios et font des grosses présentations avec des pas des branquignoles quoi, donc avec les équipes de Apple, les équipes de Netflix et les équipes de Prime, et ça va probablement se jouer au chéquier, soit au plus offrant, soit à celui qui est prêt à payer la série, ce qui est pas du tout la même chose. Il y en a qui sont probablement ravis d'avoir la série animée, mais en même temps on sait que l'animation ça coûte cher, ça prend du temps et que c'est un pari. Donc soit vraiment le produit est super attractif et donc tout le monde va enchérir dessus,
soit ça va plutôt être, s'il vous plaît, il nous faut un peu de fric, et dans ce cas-là, ça va être à celui qui veut bien la payer. Donc là, l'inconnu est encore là-dessus, mais de ce que tu avais écrit d'ailleurs toi-même à l'époque, ils sont intéressés en tout cas. Pour Constantine et Madame Xanadu, c'est encore trop récent pour le savoir, mais dans le cas de Madame Xanadu, moi je vois très mal la série se faire, parce que c'est un personnage qui est tout petit. Même moi, un fan de Vertigo, je peux vous le dire, c'est pas... Ouais, elle fait pas 1m60 non plus, quoi. Non, c'est sûr, c'est pas Ant-Man. Fan de comics, c'est tout, Tom Smasher. Trop bien. Bref. Je suis ravi. Je sais qu'il y a des gens qui se sont marrés, là. J'espère. Bien humblement. Donc oui, Madame Xanadu, je n'y crois pas. Et même moi, fan de Vertigo, je peux vous dire que c'est pas un personnage qui est capital. C'est trop obscur. Capital, c'est une émission de M6. Mais ça, par contre, non, celle-là. Si, bah, si, toujours. Non, vraiment. Mais le truc, c'est qu'ils font bien Madame Web d'un côté, et Madame Web, tu sais, avec Madame Web qui disent déjà, ce sera un peu le Doctor Strange. C'est Sony, c'est les tarés, Mais oui, mais Madame Xanadu, ils pourraient aussi en faire, du coup, leur Doctor Strange. Ils ont Dr. Fate, pas besoin de faire ça. Mais Dr. Fate, c'est Pierce Brosnan, il va clamser dans le film. J'ai eu très peur de la fin de cette phrase. J'étais en mode genre, what? Tu respectes Pierce Brosnan, hein? Bah, il va aussi mourir dans la vraie vie un jour ou l'autre, tu vois, mais Dr. Fate, il va servir à rien dans Black Adam. C'est pas impossible, mais en tout cas, non, Madame Xanadu, moi, je te dis, si ça avait été Zatanna, à la limite, ça m'aurait paru Ah, bah, forcément, quand il y a des barésies, on est plus chaud. Bah, bravo. Ah, bah, ça super. N'a rien à voir. Déjà, parfois, elle a des fuites. Dans la série de Milligan. Et, bah, le mec, Michael Khanin, je suis con, c'est là-dessus qu'il avait commencé. Elle avait un fut, voilà. Et donc, ça suffit maintenant. Oui. Mais ça peut dire que voilà, moi, ça, j'y crois pas. Constantine, je vois une piste qui serait intéressante. On va en parler plus tard, parce qu'il y a une autre annonce Constantine que vous avez probablement dû voir passer. Ce serait que, par exemple, on sait que Neil Gaiman veut faire le spin-off de The Sandman avec Johanna Constantine, parce que dans la série c'est Constantine, mais que Netflix n'avait pas les droits de Constantine telle quelle, et qu'effectivement, vu que la série a bien marché, et qu'ils sont a priori dans la boucle pour récupérer ces produits-là eux aussi. Je crois que je vois où tu veux en venir. Bah dis-moi où je veux en venir. Que du coup, bah, ils vont faire le spin-off que Johanna Constantine. Tu es un détective, Arnaud Ticou. Tu peux m'appeler Comment t'as deviné? Tu peux m'appeler Batman. Ah oui. Allez. Donc voilà, à mon avis, c'est probablement ce qui pourrait, en tout cas, je pense que chez Netflix, ils doivent se poser la question. C'était une belle enquête, Corentin, en tout cas. Bravo. Mais on verra si ça se fait, parce que faut quand même se rappeler que la série Constantine, c'était John, mais c'était un John qui devait a priori être issu de la diversité, sauf que ça n'a jamais été précisé comment. Et en fait, bah, Johanna Constantine, de fait, étant une femme, ce serait une variation sur le personnage. Donc, et même, est-ce que Netflix aurait envie qu'il y ait une autre série Constantine? Ah, ça confuserait les gens. Alors qu'en plus, c'est facile, tu l'apparais, tu fais From the... Enfin, tu dis voilà directement que c'est le spin-off de la highly critically acclaimed Sandman series et c'est bon, tu vends le produit. Moi, je pourrais en plus, Jenna Coleman, elle est cool. Enfin, il y a plein de gens qui la kiffent et tout ça, donc voilà. Et puis on sait que Netflix a longtemps cherché un univers partagé qui pensait trouver chez Miller World, mais en fait non. Et parce que voilà. Mais et que voilà, ça pourrait leur faire leur petit univers Buffy Angel, on va dire quoi, leur point de départ d'un... Oh, t'es en train de dire que Sandman, c'est pareil que Buffy Angel. Non, mais je veux dire que tu peux faire des séries sœurs, quoi, qui se croisent pas tous les 4 matins, mais qui évoluent dans la même cohérence d'univers, parce que ça reste des monstres, des démons, tout ça. D'ailleurs, c'est très bien, Buffy Angel. Enfin, y a pas à avoir honte de dire qu'on aime bien Buffy Angel, Arnaud. Bon, je pense que là, il y a des gens dans les commentaires qui vont plus te haïr que moi, hein. Oui, bah, non, c'est bon, Whedon. On peut détester Joss Whedon, mais trouver que ce qu'il a fait était bien. Je sépare la série de Joss Whedon de Joss Whedon. Ah non, faut pas faire ça, Corentin. Ah, je sais bien. Mais bref, c'est un long débat, ça, après. Donc voilà, moi, c'est ce que j'aimerais bien, en fait. Voilà, plutôt que d'y croire, parce que, quelque part aussi, ce qui me fait chier, c'est que là, on n'aura jamais eu, à part avec Matt Ryan, John Constantine. Le Hellblazer, c'est le mec blond qui fume et qui est un connard. Oui, et puis même dans sa série, il fumait pas des masses, hein. Si, il fumait. J'ai retrouvé des extraits où il fume en fait vraiment dans la série. Je sais pas comment les diffuseurs ont réussi à louper ce moment-là. Après voilà, le problème c'est que c'est un bon personnage, enfin c'est un bon acteur pour le personnage, mais qu'il est jamais tombé dans le bon produit, quoi. Parce que quand même la série Constantine, c'est David Goyer, NBC, Procedural, horrible, en duo, nul. Après Legends of Tomorrow, nul. Et après crossover avec Lucifer, horrible. Insulte. Si t'es fan de Vertigo, tu brûles ta maison. Donc voilà, c'était pour dire, Matt Ryan malheureusement a fait son temps, je pense. À moins qu'un cartoon se profile à l'horizon, peut-être. Après, il a déjà eu ses adaptations animées, hein. Ouais, qui était pas... CWC, là, il y a Constantine, City of Demons. Ouais.
Je l'ai regardé. Et alors? C'est pas terrible. Non, c'est trop dommage, mais il faudrait vraiment un film super pour adultes, quoi. Je t'imagine tellement en disant, allez, donnons une dernière chance. J'espère que ce dessin animé est bien. Je prends tout, tu vois. Enfin, j'ai vu toutes les conneries où il est dedans, quoi. Donc, mais donc, ouais, bon, c'est un peu dommage de ce point de vue-là, parce que justement, au cinéma, on sait qu'on n'aura pas le vrai John Constantine londonien, avant encore un reboot ou deux. Et on y reparlera tout à l'heure. C'est dommage. Ouais. Ah là là, on aime tellement ce Constantine. Toi, t'as pas un personnage comme ça que t'adorerais voir adapté et ça te fait chier que ça soit pas encore arrivé? Eh bien, très sincèrement, absolument pas. Très sincèrement, non, parce qu'en fait, moi, je sais pas, enfin, vous, je sais pas, hein, moi, je suis un adulte, et donc j'ai compris que ce sont des personnages de fiction. Donc je m'en branle en fait. Ok. Donc si je te dis qu'il y a un film ultra méga qui arrive. Ah trop bien. Ah, il a été annulé trop tard. Ah, putain. Oh non, je suis trop triste. Ça arrivera jamais. Non, mais non, ultra méga, je kiffe pas. Mais attends, ultra méga. Animation. Ah oui, mais alors si tu me dis que c'est en animation avec 12 milliards de budget, qu'ils reprennent James Aaron sur la DA de James Aaron, ouais, peut-être que là, je commence à m'exciter un peu. Mais en vrai, c'est bon, il y a les BD, c'est cool, tranquille. Oui, c'est sûr, mais c'est aussi un produit d'appel, les BD, tu vois, ça peut peut-être convertir les gens à lire des bonnes BD, quoi. Non, ça tu le dis depuis des années. Attends, on sait que ça a aidé les ventes. Attends. Oui, même en France d'ailleurs. Mais dans quelle mesure? J'aimerais bien. Moins que The Boys, c'est sûr, mais je veux dire, c'est quand même plutôt cool. Ça fait lire les bonnes BD aux gens, quoi. Non, mais ça, je suis d'accord. Et puis, je vannais sur cette histoire d'être adulte. Je sais pas s'il y a des personnes que je kifferais tellement que ça, en fait, voir, mais. Bah, je sais pas. T'aimes bien Batman, je crois, toi. Ouais, mais je l'ai déjà vu. Ouais. T'aimes bien Moon Knight aussi. Et en vrai, ah ouais, alors maintenant, mais un vrai Moon Knight, effectivement, mais. Ouais, tu vois, en fait, c'est plus vraiment des choses que vraiment dont je me dis, vas-y, j'ai vraiment envie de voir ça ailleurs que dans les pages de la BD que j'ai kiffé. Genre, vraiment, Kaiju Max, par exemple, avec vraiment des prods un peu tôt et tout. Ou alors une bonne BD d'horreur, non? Infidèle, franchement, ça pourrait être très bien fait, parce que vraiment, mais après, je me dis que y a personne qui arrivera à retransmettre, les designs d'Aaron Campbell dedans, donc c'est pas très, mais pareil, Kaiju Max, en vrai, tu sais, où ils reprennent des gens dans des costumes géants, en fait, mais pour faire les monstres un peu à l'ancienne. Ça sera super marrant, mais bon, c'est... Limite, on pourrait le faire, nous. Mais j'ai pas besoin de le voir, parce que Zander Cannon, pareil, c'est trop bien ce qu'il a fait en dessin. Donc non, vraiment, en fait, j'ai pas plus besoin que ça de voir des adaptations. C'est vrai que je serais toujours plus client pour voir des trucs animés que des trucs en live action, mais c'est pour ça que le live action, en fait, je regarde qu'est-ce qui arrive. Et voilà, si c'est bien, c'est très bien. Si ça n'arrive pas, ça se fait pas, tu vois. Je t'avoue que le fait que Constantine, enfin, je m'en fiche tu vois, que, pas parce que j'aime pas Constantine. Mais parce que je sais que si je veux du Hellblazer, bah, j'ai 25 TPP là à lire. C'est proprement inadaptable aussi, hein. En fait, Hollywood n'aura jamais les biens. Non, j'imagine bien. Allez, Corentin, autre news dans la partie petit écran. Un jeu vidéo AAA annoncé. Je vais aux toilettes, ça tombe bien. Non, mais allez. Fais un petit monologue, mais j'ai pas envie de faire un monologue parce que c'est très rapide. C'est juste que Marvel signe de plus en plus de partenariats avec des studios, des éditeurs, et donc qui donnent après du travail à leur studio de développement. Et donc là, c'est avec EA, Electronic Arts, qu'ils ont signé pour un ensemble de jeux vidéo. On ne sait pas combien ni sur quel personnage ils vont porter, mais en tout cas, il y a un premier qui a été annoncé par Motive Studio, qui a fait notamment le jeu Star Wars Battlefront 2 et Rogue Squadron, et qui est en train de terminer là l'incroyable remake de Dead Space. Je pense qu'il va être vraiment trop chouette. Et voilà, ils sont en train de bosser donc sur un jeu d'action aventure à la troisième personne, Iron Man, qui doit viser à explorer toute la mythologie, la psychologie de Tony Stark. Est-ce que c'est un personnage que tu as envie de jouer? Ils ont fait un Iron Man VR là il y a 2 ans qui était sympathique mais sans plus. Ils font quand même avec Skydance, donc avec les gens d'Uncharted, ils font de l'action aventure plus narrative, on va dire, pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a le Marvel Spider-Man 2, alors que le premier a été un énorme carton chez Insomniac Games. Il y a le Marvel Wolverine aussi. Il y a même Midnight Suns qui arrive à la fin de l'année, qui a pas l'air d'être aussi ambitieux mais qui a l'air sympa. Le Marvel, c'est un petit RPG. Le Guardian of the Galaxy était quand même très très chouette d'un point de vue purement narratif. TRPG même. Bah, tu vois, il y a quand même tu me poses la question, et j'essaie de réfléchir à comment adapter Iron Man, puisque pour moi, les personnages qui volent posent de base une complexité de frustration par rapport à la zone que tu peux explorer. Tu vois, Superman, par exemple, si tu veux faire un jeu Superman, il faut que Superman, il est tellement puissant que c'est pas possible. Alors qu'Iron Man, il y a des limites. Mais Iron Man, je pensais encore une fois, on en a déjà parlé plein de fois, parce que c'est un très bon jeu, au jeu Vanquish, par exemple.
Et je pourrais m'imaginer comme ça, peut-être sur une mission spatiale. Putain. Tu vois, où Iron Man, tu es le costume d'Iron Man avec ses capacités, tu peux foncer vers un mec, lui mettre un coup, lui mettre des blablam. Tu vois, ça pourrait être intéressant. Après, à part ça, je vois pas trop comment tu fais un jeu Iron Man, en fait. C'est un skin, un Iron Man qui serait un skin de Vanquish par Platinum Games. Voilà. Direct. Donc ça m'intéresserait, mais... Ça me sauce, tu vois. Tu vois, j'ai des bonnes idées, finalement. De voir des trucs en jeu vidéo. Par contre, je trouve qu'il y a des choses beaucoup plus chouettes, en fait, par rapport à tout ce qui est visuel et même aux sensations de jeu. Ça m'intéresse plus, du coup, qu'une simple adaptation où t'es passif. Après, c'est pas des images réelles aussi. Enfin... Non, c'est un peu différent, mais disons que voilà, tu sais, avec le cel shading, tu peux tellement faire, enfin, j'ai Darksiders, c'était vraiment du Joe Madureira qui s'animait. C'est pour l'expérience que tu dis ça, parce que, mais oui, c'était Joe Madureira. Bah, c'était pour l'expérience, parce que le narratif dans le jeu vidéo est quand même souvent une notion plus secondaire, quand même. Bah, ça dépend les Batman Arkham sont un contre-exemple, c'est sûr. Et apparemment, le scénario des gardiens était pas dégueu, je crois. Non, mais t'es ouf, il était trop bien. Ouais. Et les gardiens, ce qui était même plus intéressant que son scénario, c'était la caractérisation, c'était les échanges des personnages. Ça, je te jure, il y avait, lorsque tu le fais la première fois, il y a des vannes qui fusent par moment, et moi, je me suis vraiment marré des scènes où, normalement, le cinématique, en plus, parfois, ça me fait chier dans les jeux, oui, justement. Ça, tu vois, parce que, mais là, franchement, si, tu te plais au dialogue, aux interactions, à Peter Quill qui fait le débile, Rocket Raccoon qui lui envoie des fions et tout ça, c'est super marrant. Et c'est rare qu'un jeu me fasse bisonner. Tu viens de le dire, c'est généralement les cutscenes, c'est un truc, tu te fais chier. Bah, la première fois, t'es obligé de suivre quand même pour savoir ce pour pouvoir. Bah, oui et non, mais oui et non. Je sais que bon, il y a sûrement des gens qui vont hurler, qui vont citer 40 exemples qui montrent que c'est faux. Il y a énormément de jeux qui sont bien mis en scène et avec des cutscenes qui sont super chouettes. Même des jeux de super-héros. Metal Gear, tu les sautes pas les cinématiques. Metal Gear, c'est pas pareil. Bah, je suis désolé, mais. Non, mais je dis pas que c'est une règle universelle. Les jeux de super-héros, c'est pas toujours. T'avais le jeu Punisher quand même de la PS2 qui était écrit par Garcenis qui était vachement bien. Spider-Man, il est écrit, il y a des scènes qui sont super chouettes aussi. Ouais, c'est un bon exemple quand même, il est pas terrible le scénario du Spider-Man PS4. Non, mais les scènes sont pas mal écrites, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est sûr, mais tu vois, dans le comparatif film contre jeu vidéo, c'est plutôt là que tu vas aller chercher une histoire au cinéma. Dans un jeu vidéo, tu vas chercher une expérience de jeu, quoi. Enfin, une sensation de pouvoir incarner un personnage. C'était ça les Batman Arkham, c'était le simulateur de Batman, tu vois. C'est un médium un peu transverse quand même, le jeu vidéo par rapport à tout ça. Mais je trouve qu'il est pas encore arrivé à 100% de sa maturité pour moi. Tant mieux. Les grands auteurs de fiction du jeu vidéo, ils sont beaucoup moins nombreux, à mon sens, que ceux du cinéma ou des comics. Il y en a plein, Amy Hennig, par exemple. En fait, c'est une capacité de mise en scène aussi qui va avec, je dirais. C'est pas faux ce que tu dis. Neil Druckmann. Comment il s'appelle le mec qui bosse sur Telltale, là? Le mec qui a fait Tales from the Borderlands. Lui, j'aimerais bien payer une bière à ce mec un jour. Donc, tout ça pour dire que Iron Man lui aussi, on se marrait bien avec Telltale. Ouais, tu vois, ça c'était tu vois, ça c'est du jeu narratif, vraiment précisément. Moi, ce qui me limite pourrait me faire kiffer serait genre un comics interactif en jeu vidéo, à la Telltale justement. C'est-à-dire même limite, tu t'enlèves tout le point and click. Bah attends, tu refais Civil War et tu fais le choix en fait. Telltale a fait un Gardien de la Galaxie de mémoire. Ah bon? Bah oui, il est sorti. Oui. Sérieux? Oui, il est sorti. Je vais pas jouer à ça. Bah il faut. D'accord. Je vais tout de suite. Je suis quasiment sûr qu'il est sorti, que ce jeu a vu le jour. Tu vois, je vais même pas vérifier pour te laisser le bénéfice du doute. Tu peux vérifier pendant que je fais la transition pour la dernière partie de ce podcast. Quelle transition incroyable, Arnaud. Bah, je sais, c'est un peu mon métier. Elle sera consacrée au cinéma. Et oui, pas de surprise, on aurait pu vous la consacrer au Lépidoptère ou au morceau. Tu avais raison. Bah, tu vois. Donc c'est bon. J'ai pas dit le contraire, je me souvenais pas, c'est tout. Non, t'as dit que tu allais vérifier. Et donc, nous allons donc pouvoir continuer avec cette partie cinéma. Et la première nouvelle, c'est que on a Jeff Loveness, qui est un scénariste de comics, mais aussi un scénariste d'ailleurs, qui sera donc embauché pour faire le scénario de Avengers 5, aka Avengers The Kang Dynasty, ou en bon françois, avant les Vengeurs, la dynastie Kang. Waouh. Pardon. Alors, vas-y, au RTF, continue. Est-ce que t'es content, Arnaud? Bah, écoute, c'est le Cretton, celui-là, on est d'accord. C'est pas le. C'est tout à fait. Ouais. C'est le film de Dustin Daniel Cretton, le réalisateur de Shang-Chi et de American Born Chinese. Yeah. Après, c'est pas étonnant dans le sens où Loveness est déjà à l'écriture, en fait, de Ant-Man 3. Ouais. Qui sera l'introduction du vrai Kang le Conquérant, dans le sens où Jonathan Majors jouait déjà Kang, mais qui n'était pas nommé Kang dans la série Loki. Dis-moi si c'est clair quand je parle. Surtout qu'il crève à la fin de Loki saison. Crève à la fin de Loki. Enfin, en tout cas, la version, une version de lui très crève, grand ancien, qui justement est le mec qui
probablement en revenant très en arrière dans le temps, a créé la TVA. La TVA, merci. Time Variance Authority. Et qui était donc celui qui est resté avant la fin de l'apocalypse dans son espèce de faille dimensionnelle là. Donc lui meurt en promettant que plein de Kang, puisque toutes ces versions de lui en fait sont les mêmes enfoirés et découvrent toutes comme Rick dans Rick et Morty le secret du portal gun et que ils vont faire une guerre interdimensionnelle dont le vainqueur sera peut-être le Kang qui viendra nous emmerder nous. Ou alors à moins que ce soit justement en fait les pérégrinations temporelles, parce qu'il y a ça chez Kang aussi, du Kang de Jonathan Majors de Loki, mais venu du passé, enfin venu du futur dans le passé. Ouais, qui sera parce que voilà, c'est ça, il y a Ramatout, il y a les différentes itérations de Kang qui en fait correspondent à différentes versions de lui dans le multivers, dans la timeline, vu que lui peut voyager d'un point à l'autre du temps et a priori virtuellement immortel au niveau de la vieillesse. Oui, et puis il voyage aussi dans le multivers, donc lui il se déplace à travers le temps et l'espace, c'est un bordel. Son Kang, c'est une figure qui est très complexe et manœuvrée. Ils s'en sont plutôt bien sortis, je trouve, dans Loki. Ils s'en sont généralement bien sortis dans Loki. Là, Loveness, c'est intéressant parce que il y a toujours cette espèce de côté, les films Ant-Man, c'est des passages forcés pour le film Avengers. Là, c'est très ouvertement assumé puisque c'est carrément le vilain des deux crossovers Avengers. Donc ça va être marrant de voir comment ils vont gérer le triptyque pour une fois. Parce que là, c'est pas juste un gadget en mode, regardez, le Quantum World, il est prisonnier du temps, machin. Enfin, il est, il est opaque au temps qui passe. Comment on dit, imperméable. Voilà, au temps qui passe dans le vrai monde. Alors que là, c'est vraiment le même vilain. Donc, est-ce qu'il va, du coup, perdre dans Ant-Man 3 et qu'une autre version du multivers va arriver? Est-ce qu'il va disparaître à la fin et en fait, on va comprendre que c'est pas le même point du temps que le Kang suivant? Parce que Loveness, voilà, c'est quelqu'un qui connaît ces routines de scénario-là, qui sait comment utiliser l'écriture comics au service d'un film. Donc, moi, pour une fois, j'ai envie de dire que je suis assez impatient de voir un film Ant-Man. Ce qui ne m'est pas arrivé de ma vie pour l'instant. C'est une première. C'est une première. Sinon, il y avait la période Edgar Wright où là j'étais impatient et après plus jamais depuis. Donc ouais, non, c'est cool en tout cas d'avoir cet esprit un scénariste pour un personnage, enfin pour un vilain en tout cas. Ouais. Ce qui permettra d'éviter un peu les retournements de veste ou les en fait maintenant c'est lui qui est comme ci comme ça. Et d'ailleurs non, si, j'allais dire c'est pas le scénariste de Loki qui travaillera sur non, ça c'est Michael Waldron, non, qui était showrunner et scénariste. C'est quoi Michael Waldron depuis? Bref, on vérifiera pour Michael Waldron. Mais non, mais c'est chouette. C'est chouette. Très bien. Et est-ce que c'est chouette alors le film français qui nous dit que Disney fait pression sur sur je sais quoi, c'est sur le CNC? Ouais, j'avais juste oublié de dire, Jeff Loveness a aussi écrit du Rick et Morty. Hein. Oui. Du coup, c'est aussi cohérent par rapport au côté dimensionnel, voyage. C'est aussi un scénariste de BD d'ailleurs. Hein, oui, tout à fait. Bah, bien sûr. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu l'as dit en introduction. Voilà. Donc, effectivement, je disais donc. Vas-y. Que Disney ferait pression selon le film français, donc, qui est un site spécialisé vraiment sur l'actualité du cinéma en France. Que Disney ferait pression sur le CNC pour la sortie de Black Panther Wakanda Forever, qui pourrait ne pas se faire en salle chez nous, et donc ce serait alors dans ce cas directement sur Disney+, à cause de la chronologie des médias qui ne satisfait pas en fait l'envie de Disney de pouvoir proposer le film sur sa plateforme seulement un mois après, 45 jours après sa diffusion au cinéma, ce qui est déjà donc ce qui est un peu le cas dans tous les autres pays du monde. Et très honnêtement, c'est extrêmement long comme... Désolé, j'ai une voix de canard aujourd'hui, je suis un peu enrhumé. Bonjour. C'est extrêmement long. Donc c'est extrêmement long, extrêmement compliqué, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. J'ai déjà passé assez de temps, moi, à m'engueuler avec les gens sur Twitter pour éviter... Mais arrête de t'engueuler avec les gens sur Twitter. Oui, c'est vrai, tu as raison. Ce qu'il faut savoir, donc la chronologie des médias, c'est ce service qui a été pensé pour hiérarchiser l'ordre des sorties d'un film et d'exploitation d'un film sur les différents supports. Cinéma en priorité, évidemment, puisque le cinéma est le cinéma. Après interviennent les éditions vidéo, les éditions télévision et nouveauté depuis 15 ans, les replays / le streaming en vidéo à la demande. Donc, ces règles-là imposent un délai obligatoire aux diffuseurs s'ils veulent récupérer un film qui a été exploité au cinéma. Aux États-Unis, ça n'existe pas. Ce qui fait que, par exemple, Black Widow est sorti en même temps que au cinéma et en streaming. C'était pas possible en France, par exemple. Que Mulan aussi, par exemple, qui était une exclusivité Disney+, parce qu'il est sorti pendant la pandémie et que Disney l'a facturé $35, je crois, un truc comme ça,
à tout utilisateur de Disney+, même ceux qui étaient tout seuls chez eux et qui devaient payer 30 balles pour voir un film de merde. Ça en France on n'a pas eu droit parce que voilà, la chronologie des médias fait que s'ils avaient fait ça, ils auraient dû le retirer au bout d'un certain temps. Parce qu'il y a plein de règles qui est un maillage assez compliqué que donc je vais pas vous détailler ici. Mais pour résumer, il y a des idées préconçues et des mensonges qui sont dits par rapport à ça. Quand on nous dit par exemple que la chronologie des médias c'est un système archaïque, poussiéreux, qui est fait pour emmerder les géants et qu'il faut se mettre à la page, que c'est le progrès, qu'on va pas l'arrêter, tout ça, c'est de la connerie. Déjà, si vous pensez ça, par exemple, documentez-vous un peu sur le pourquoi du comment. Le CNC, donc le Centre national du cinéma et de l'image animée, ne fait pas ça juste pour casser les burnes des plateformes, hein, évidemment. Le CNC, qui est donc un institut national, a pour seul but de défendre l'emploi et la création en France. Donc ce qu'on a demandé aux partenaires justement de la VOD, c'est d'investir en France. C'est-à-dire, ok, d'accord, on veut bien plier un peu les règles, parce que les règles sont faites pour protéger les acteurs du cinéma français, mais dans ce cas-là, il faut nous donner quelque chose en échange, donc il faut que vous investissiez sur le territoire national, et c'est normal, c'est un institut d'État. Disney a répondu, non. Et donc, voilà, mécaniquement, le CNC a dit, dans ce cas-là, va te faire foutre. Ouais, mais attends, mais avec Disney+, ils font des productions françaises pourtant. Pas assez. Enfin, c'est ridicule ce qu'ils font. Ou ce qui à l'échelle par rapport à OCS ou Canal. Oui, d'accord. C'est médiocre. Et Disney, en plus, c'est pas connu pour être un excellent partenaire pour les cinémas en France, par exemple, ou même pour les conditions d'accès à Disney+, où je crois jusqu'à récemment, il n'y avait pas de nœud réseau Disney+, qui fait qu'on tirait le centre du streaming depuis les États-Unis. Tu sais, il y avait eu ce débat à l'époque justement par rapport à Orange qui voulait fermer les robinets parce que consommer Disney+ prenait trop d'énergie en termes de data. Donc bref, il y a tout un tas de problèmes, c'est pour ça que je vous dis je vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais effectivement, il y a eu donc ce bras de fer, ce coup de poker, ce coup de bluff de Disney qui a dit si vous êtes pas content, si vous ne faites pas un planning aménagé, nous refuserons de sortir le film sur au cinéma. Sauf que évidemment, et les prochaines sorties aussi. Ils disent next future titles. Sauf que voilà, Disney c'est aussi Avatar, c'est aussi tous les Marvel, tous les Star Wars, tous les Pixar. Comment dirais-je, le cinéma ne peut pas se passer de la manne que représentent les films Disney, qui représentait un quart quand même des entrées en France avant la pandémie. Donc à l'époque où il y avait vraiment le pic de fréquentation, parce que c'était de très bonnes années avant la pandémie. La pandémie a vraiment tué le cinéma, mais comme je n'arrête pas de le dire, elle l'a tué de force, parce que tous les acteurs ont bien voulu le tuer. Le cinéma allait très bien avant la pandémie, il aurait été encore mieux après si on avait pu reprendre une vie normale, et que le streaming entre-temps n'était pas venu parasiter nos habitudes de consommation. Et que maintenant tout le monde est heureux d'avoir une télé 4K et pas un mec devant soi qui bouffe du popcorn. Il y a plein de problèmes par rapport au cinéma. Quoi? Ça oui. Bah oui, bien sûr, c'est ce que je te dis. C'est pour ça que c'est un débat compliqué, parce qu'à la fois. Alors que moi j'adore le cinéma, j'essaie d'y aller le plus souvent possible, mais oui, non, mais bien sûr, mais moi je vais exprès aux séances en semaine à 22h pour être sûr de pas me taper justement ces mais moi c'est quoi. pareil, c'est pour ça que je te dis, c'est pas un débat qui est aussi juste gris ou blanc, enfin qui est aussi noir ou blanc que ça. Et la façon dont Disney le présente, c'est un mode archaïque qui nous casse les couilles à nous, et donc il faut que ça change. En oubliant effectivement tous les bienfaits de la chronologie des médias, ou simplement tout le bien que fait le CNC en général, qui nous permet d'avoir un pays où il est beaucoup plus facile de devenir cinéaste ou scénariste. Ça reste très compliqué, attention, hein, mais que beaucoup de pays dans le monde, ou même des youtubeurs qui reçoivent des aides, parce qu'on considère qu'il faut des youtubeurs bien qui font des youtubeurs et pas les magazines de presse spécialisés quoi. Oui, ça après voilà, hein, c'est faut dire si en plus si pas tous. Là ils sont en train de faire une pétition, il y a un truc qui est passé même dans Télérama. Oui, j'ai vu pour comment ça s'appelle la revue corrigée. Mais les teasers. Voilà, il y a toujours en fait, mais à tous les niveaux, les acteurs reçoivent parfois des subventions, les cinémas comme la salle pour laquelle je bosse reçoivent des subventions, et même les grosses productions américaines, si elles viennent travailler en France et employer du personnel français, c'est ça le principe, touchent des aides, touchent des subventions. Quand Luc Besson avait voulu faire Valérian, il avait pris tellement de personnel américain qu'ils ont dit non, t'auras pas d'aide d'État, parce que nous l'idée du CNC c'est de permettre aux Français de travailler dans le cinéma. Et c'est pour ça que tous les gens qui nous parlent de leur petit confort personnel et d'avoir absolument envie d'avoir le film au bout d'un mois et demi, bon déjà c'est Black Panther 2, hein, c'est pas Citizen Kane, faut quand même se calmer 2 secondes, ça va pas changer votre vie attendre 6 mois, ou alors vous pouvez le pirater au pire. Hein, c'est une vraie question que je vous pose à celles et ceux qui nous écoutent. Vous les remater quand ils sont disponibles sur Disney+, les films? Parce que moi, pour l'instant, j'ai fait avec aucun film Marvel ou DC. Hein. Oui, moi non plus, mais après, nous, on vit dedans au quotidien, donc quand un film est sorti, on passe à autre chose, je pense. Je sais pas, oui, mais enfin. Il y a beaucoup de gens qui ont des gamins, hein. Ouais, la séance en famille, c'est parce que quand t'étais gamin, ouais, peut-être, oui. Là, je vais pas parler de quelque chose que je ne connais effectivement pas. Mais bref, tout ça pour dire, voilà, que c'est pas juste moi, mon confort et ma gueule, et s'il vous plaît, arrêtez de me faire chier avec la chronologie des médias. Parce que ça peut pas me tenir comme ça, en fait. L'exception culturelle française, elle a des normes, elle a des règles, et c'est pas à une corporation milliardaire de dire à un pays,
change les lois s'il te plaît, parce que moi ça m'arrange pas et que sinon je fais fermer des salles en ne sortant plus mes films au cinéma. Ça c'est vraiment dégueulasse, et le simple fait que personne ne parle de ça, de ce coup de poker, ce bras de fer, ce qui est quand même dingue. À un moment donné où on sait justement la place des corporations dans les lois qui sont votées, ou les accords transnationaux et tout. Ça, c'est juste un coup de bluff, je sais pas. Moi, je pense que c'est un coup de bluff, parce que même parce que la déclaration, par contre, au début, moi, j'y croyais pas, et j'ai donc payé mon article pour le film français, pour vraiment voir les déclarations de la personne de Disney, et bah ouais, ça déconne pas, en fait. C'est un vrai, ouais, on évalue. En tout cas, ils disent publiquement. Ouais, ils le font tous les 6 mois, ça, hein, par contre. Bah, mais ils le disent quand même. C'est juste que là, c'est Black Panther 2, et donc on sait que ce sera un gros catalyseur d'entrée en France. Ouais. Bon, par contre, ce qui est vrai, c'est que les acteurs de la chronologie des médias vont se réunir le 4 octobre pour faire le point par rapport à ça. Ouais. Ah bah oui, non, mais ils ont pas le choix. Ouais, c'est ça. Si tu veux, on en est arrivé à ce point-là, en fait, du capitalisme, où les boîtes peuvent faire changer des structures entières au niveau culturel qui sont là depuis longtemps avant elles, en tout cas en France. Voilà, c'est le mec le président de la FNCF, il a dit là il faut qu'on discute, parce que c'est les salles qui vont être les victimes collatérales de ce bras de fer. Si Black Panther 2 ne sort pas en salle, et que Avatar 2 ne sort pas en salle, qui sera encore pire. Non, mais Avatar, ils peuvent pas. Quel concurrent on a Avatar, ils ont enclenché la machine. Pic d'entrée, tu vois. Avatar, ils ont enclenché la machine en faisant la rediff du premier, donc ils vont pas ne pas le sortir en salle, parce que là ils savent je sais pas, enfin. Et le ministère de la culture française aussi, qui, on le sait, bah voilà, Macron, c'est un libéral, son gouvernement c'est des libéraux, évidemment que pour eux les boîtes gagnent à la fin. Ça fait déjà très longtemps, hein, depuis Hollande, Sarkozy, qu'on emmerde le CNC très régulièrement avec votre système vertueux serait quand même bien si on privatisait tout comme la SNCF ou comme l'électricité, et qu'en fait on avait juste un système beaucoup plus pourri, qui serait beaucoup plus injuste et qui ferait beaucoup plus de chômeurs, parce que c'est comme ça qu'en fait on pense l'économie en termes libéraux, en termes libéraux. Donc voilà, il faut espérer que ça va tenir, il faut espérer que le CNC va pas céder, parce que normalement ils sont censés quand même avoir une forme d'autonomie. Mais moi je commence à plus me faire trop d'illusions. Le public c'est tellement maintenant laissé manipuler par les corpos et par l'égoïsme personnel de ne pas voir le plan global, en fait, la fresque générale, et de juste voir mais moi je veux le film Black Panther 2 le plus vite possible dans mon canapé, parce que j'ai pas envie d'aller le voir au cinéma, parce que je n'aime pas les gens, parce que j'ai pas envie de sortir de chez moi. Ce qui est un peu triste aussi comme mode de société, hein. Je suis désolé de le dire, le vivre ensemble c'est ça aussi, quoi. Ça peut être chiant. Et quand on est en région, surtout parce que là je parle du point de vue d'un Parisien, évidemment quand on est en région, l'accès au cinéma est pas du tout le même, c'est beaucoup plus compliqué, il y a pas toujours de la VO, c'est plus cher, les cinémas CGR moins cher, c'est moins cher. Il y a un rapport justement du CNC qui est sorti avec le prix et en fait il y a des régions où des départements où la place de ciné elle est à 5 euros. Et pas, en fait, c'est super cher sur Paris, c'est là où le prix est le plus cher, mais t'as pas mal de régions en fait où c'est beaucoup moins cher. Et ce qui était marrant, c'est que dans ces mêmes chiffres-là, d'ailleurs, c'est le compte. C'est des moyennes qui font. Non, ouais, c'est ça. Parce qu'il y a des cinémas municipaux qui tirent les prix vers le bas. Ouais, mais je crois que c'était un prix moyen, mais voilà, c'était un prix moyen par département. Mais ce qui était intéressant, c'était de voir que au final, le pourcentage de fréquentation des salles en moyenne, il était pas le plus élevé à Paris, mais en fait dans le département qui avait aussi le prix à la séance moyen le plus bas. Bah ouais. Ah oui, mais ça, c'est après, curieux ça. Ça après que Pathé, JC, MK2, etc. se goinfrent sur les prix. C'est une réalité, hein. Et pareil pour les prix des confiseries, si tu veux qu'on en parle de ça. Non. 9 balles pour un M&M, c'est un Coca, tu vois, ça par exemple, c'est un truc écœurant, tu vois. Moi, je veux pas défendre les saloperies que fait le secteur privé. Je sais que là aussi, je me ferai pas que des amis, mais personnellement, le concept d'aller au cinéma pour boire et bouffer, bah, c'est rituel après, hein. Il y a des gens qui adorent la popcorn. Rituel de quoi? Mais vas-y, mais va manger ton popcorn. Mais ça, c'est pareil, c'est une habitude culturelle qu'on a prise, je sais pas comment, mais voilà, c'est devenu un truc que tout le monde fait. Mais bref, enfin voilà. Fin du débat, parce que c'est vraiment trop long. Si vous voulez m'en parler sur Twitter, n'hésitez pas. Je peux vous conseiller des articles par rapport à ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Disney s'en fout complètement de l'emploi en France. Disney s'en fout des salles de cinéma en France. Si ils avaient pu transitionner vers un modèle full Disney+, avec leur premier access à la con, là, ils l'auraient fait depuis très très longtemps. C'est juste qu'il y a encore du fric à faire dans les salles pour les films Marvel Studios et pour les Star Wars. Ils continueront à grappiller tant que le système ne sera pas totalement effondré. Mais je suis désolé de devoir le répéter encore une fois, Disney, ce ne sont pas les gentils de leurs films, en fait. C'est des affreux capitalistes qui mettent des centaines de milliers de gens dans la merde.
Et Arnaud fait des signes pour que j'accélère, mais grosso modo, voilà, vous avez compris l'idée. Oui, mais surtout que de toute façon, on pourra toujours te répondre. Oui, mais Corentin, là, sur ton grand cheval, non, pas du tout, sur ton grand cheval, tu dis que ce sont des méchants, mais tu parles de leur production à longueur de journée. Mais parce que tu peux pas, quand t'es passionné par la culture, ne pas parler de ce truc-là, tu vois, ils possèdent Pixar. Tu critiques la société, mais tu vis dedans. C'est vrai. Et tu y contribues. Je suis un affreux hypocrite. Voilà, donc on va en plus, il y a un truc très bien chez Disney, c'est comme d'hab, c'est au cas par cas, quoi. Et ouais, ça, parce que ça bitch, et après ça fait, regardez Solar Opposite. Mais depuis Bob Chapek, quand même, je trouve que ça s'est vraiment accéléré dans le n'importe quoi. Et tu sais, ce qui est n'importe quoi aussi, c'est que Warner Bros pourrait être racheté, encore une fois, en 2024 par Comcast, tellement ils sont dans la merde financièrement. Oui, c'est vrai que, tu vois, tout à l'heure, on aurait pu dire du mal de Marvel et DC. Là, on va dire du mal de Disney et Warner. Mais c'est enfin, pas, de Discovery, plutôt. Parce que, en fait, le truc, c'est que c'est encore très spéculatif, mais c'est vrai que ça sort déjà, en fait, dans des journaux comme Hollywood Reporter qui disent, en fait, c'était un long papier qui disait, mais en fait, parce qu'ils sont en train de, on vous l'a déjà dit aussi dans Front Page, ils sont à la recherche un peu de leur Kevin Feige-like. Et que ça, c'était potentiellement Dan Lin notamment, mais qui n'a pas été retenu. Et en fait, c'était le papier qui disait en fait, la recherche du Kevin machin, c'est pas du tout le problème principal de Warner. En fait, leur problème principal, c'est la thune. Parce que Corentin vous l'a dit avant, ils avaient pas assez de thunes, en fait, pour sortir encore 2 films sur cette année. C'est pour ça que Shazam 2 a été décalé. Et leur problème est tellement profond, avec ces dettes à éponger qui vont pas en finir, qu'en fait ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des sources qui ont parlé à ces médias américains qui ont dit que récemment, en fait, ils ont intercepté un peu un courrier d'évaluation, en fait, de toutes les propriétés de Warner Bros. Discovery, de ses actifs et tout ça. Et en général, c'est le genre de mesure qui est faite quand soit un actionnaire veut se barrer parce qu'il sent que la structure est fragile, soit au contraire quand il y a un move, en fait, qui doit être fait pour justement aller poser des billes sur la table avec un acteur qui sera en difficulté et qu'on peut essayer de le racheter. Et le truc, c'est que le process de fusion Warner Discovery, en fait, est long, et il n'y a pas d'autres mesures qui peuvent être prises avant le printemps 2024. Mais ce qui pourrait se passer, selon leurs écrits, c'est qu'en 2024, le groupe Comcast pourrait se positionner pour racheter, pour englober Warner Discovery. Ça fera un groupe encore plus énorme, ce qui va de nouveau c'est Paramount, du coup. Comcast, ouais. C'est NBC Universal. Ah non, c'est NBC Universal. C'est NBC Universal. C'est ça. Mais c'est Comcast là, qui est l'un des plus gros groupes télécommunications. C'est AT&T. C'est ce qu'aurait été probablement le rachat de Warner Bros par AT&T si ça avait été plus loin que c'est les Comcast qui s'était à l'époque positionné sur le rachat de la Fox pour voir si Disney allait trembler ou pas, ce qui a permis de faire grimper l'enchère du rachat au final. Donc, est-ce qu'on se dirige vers c'est vraiment cette société où au final il y aura 2-3 groupes qui vont tous se partager en termes de télécommunications et de divertissement aux États-Unis et par ricochet dans le reste du monde? C'est possible, hein. Faut vraiment garder c'est la logique finale du capitalisme de toute façon. Oui, c'est l'entité unique, mais voilà. Enfin, dans l'idée, non, parce qu'il faudrait une libre concurrence, mais comme les États-Unis se torchent le cul avec leur loi antitrust, soi-disant, voilà, je les ai lus, moi, c'est l'antitrust. C'est incroyable comment ils appliquent pas du tout la moindre règle par rapport à ça. Alors que chez nous, justement, par rapport à Editis et tout ça, il y a eu des embrouilles par rapport à parce que peut-être que voilà, en fait, eux, ils s'arrangent, parce que tu sais quand même que, pareil, encore une fois, hein, quand AT&T a racheté Warner ou quand Disney a racheté la Fox, le département de la justice américaine, les ministres de la justice, ils ont dit, vous êtes sûr, c'est pas possible, on va vous faire un procès. Et les boîtes gagnent des procès devant les États, quand même. Enfin, c'est fou. Je trouve ça dingue. Et après, du coup, si Warner Bros se fait racheter, bon, déjà, je pense que c'est plus intéressant pour eux d'y aller maintenant, dans le sens où la boîte vaut plus grand chose, en fait. Et que, pressé par l'envie d'éponger ses dettes, Discovery pourrait éventuellement la lâcher à pas cher. Parce que, il y a plusieurs trucs à dire, effectivement, là encore. Déjà, les décisions qui ont été prises, décisions qui ont été prises récemment par David Zaslav ont fait perdre des milliards en bourse. Voilà. Ah ouais, okay. Que dans les annonces du second quarter de 2022, ils rapportaient qu'ils avaient perdu 300 000 abonnements sur HBO Max. Comme on l'a dit, les décisions du moment n'ont pas l'air de pointer vers une amélioration parce que c'est logique, évidemment, d'aller vendre tes produits à d'autres plateformes, puisque tu dépenses pas d'argent. Mais quand t'as une plateforme à toi qu'il faut remplir et que tu la remplis pas. Mais ça arrête la plateforme, en fait. Sinon. Que c'est une guerre, ouverte que se mènent les plateformes de streaming depuis quelques années maintenant. Disney Plus a déjà gagné cette guerre parce que c'est Disney et qu'ils auront toujours gagné tout. Mais Netflix, produit en masse. Apple Plus produit des bons produits. Enfin, produit des bonnes choses. Et Prime Video, c'est le service le moins cher et encore une fois, il est très régulièrement alimenté. Donc,
enfin, qu'est-ce que tu veux que fasse à côté de ça HBO Max? Il y a HBO, qui est l'usine qui tire tout vers le haut, mais qui coûte aussi assez cher. Les productions principales, là, actuellement, bah, ce sera Peacemaker, on va dire, qui reste en poste, et quelques autres petites productions comme ça, mais même la série Demi-Monde pour le coup, Abrams, en créateur, qui était pareil, qui devait être l'une des plus grosses créations originales en série télé. Finalement, bah, Zaslav, il a dit, ouais, mais ça coûte trop cher, ton truc, en fait, frérot, jamais de la vie, on va faire ça. Après, ils font plus vraiment de films, parce qu'ils ont tout repoussé. Ce qui est logique, encore une fois, quand t'as pas les moyens de payer pour une campagne de promo, tu repousses ça plus tard, le temps d'accumuler un peu de fric avec Black Adam. Mais ça veut dire que dans l'année, tu vas faire un bénéfice qui va être moindre. Donc les actionnaires se barrent, prennent peur, ils commandent des enquêtes pour faire mesurer la stratégie de leur président. Tu vois, on en parlait l'autre fois. T'avais dit, ils peuvent pas virer le PDG, mais bien sûr qu'ils peuvent virer le PDG. C'est le conseil des actionnaires qui décide, c'est le conseil d'administration. Donc ouais, non, là, c'est un bain de sang. Enfin, c'est incroyable quand même. Quelle idée ils ont eu, les actionnaires de Warner Bros, les premiers, avant que la TNT m'arrive, d'enclencher cette spirale infernale qui fait que depuis, la boîte ne fait que perdre de la valeur. Parce que, enfin, mettez-vous du point de vue, je sais pas moi, d'un mec, vous voulez racheter, je sais pas, une PS4, bah on vous dit ouais, alors il y a un mec qui l'a déjà acheté, puis moi il me l'a revendu, puis tiens je te la revends parce que je sais pas, j'en suis pas content. Vous avez pas envie de la racheter, tu vois. Enfin, allégorie très bizarre, je vous l'accorde. Mais enfin, de fait là, tous les mecs en fait, c'est du Bernard Tapie en fait. Limite tu peux demander si Discovery a pas fait exprès de récupérer Warner Bros, de la mettre pas en banqueroute mais au point mort pour ensuite pouvoir la revendre comme justement certains boursicoteurs ou spéculateurs font régulièrement, ou alors juste que Zaslav est vraiment un très mauvais gestionnaire, à tel point que en fait tout le monde se rend compte chez les actionnaires que s'il reste plus de 6 mois, ce sera la fin, quoi. Et on peut se poser la question, encore une fois, moi c'est vrai que depuis qu'on fait ces articles dessus, ça me paraît quand même fou. Tu vois, on disait effectivement, et t'avais raison, l'annulation de Bad Girl avait bien été commandée pour une réduction d'impôts, mais tu vois, c'est tellement choquant, en fait, d'admettre ça, de mettre le cynisme du truc, qu'on s'en est toujours parmi. Tu vois, que tout le monde dit, mais c'est historique dans l'histoire d'Hollywood, c'est n'importe quoi de faire ça. Donc là, on en arrive au point où, en fait, peut-être qu'en fait, il faut arrêter, mettre fin au truc avant qu'il y ait des morts, entre guillemets. Et que voilà, en fait, David Zaslav n'avait pas vocation à diriger Warner Bros. En tout cas, c'est mon avis. Quant à savoir si NBC Universal fera un meilleur taf, bah si c'est bien du coup Universal le studio, ça m'a l'air d'être pas trop mal, mais j'y connais pas grand chose à Universal parce qu'ils ont pas de comics et on n'est pas obligé de mettre les mains dedans nous pour en parler. Ce qui est sûr, c'est qu'un groupe de cette taille-là avec Universal et avec Warner Bros serait de nature à concurrencer Disney. Et peut-être que ce serait pas plus mal d'avoir un peu de concurrence parce que pour l'instant, encore une fois, j'y reviens, on le voit bien que les groupes sont maintenant devenus tellement gros qu'ils peuvent imposer des tonnes de choses. Et là, Warner Bros, c'est plus peur à personne. Enfin, c'est pas Warner Bros qui va effrayer Disney avec, enfin, on l'a bien vu pendant la San Diego Comic Con, quoi. Les panels d'essai films par rapport au panel Kevin Feige, c'était vraiment 2 poids 2 mesures. Tu as le roi et à côté t'as le mec qui est un peu en train de souffrir en mode genre on arrive, patientez un peu. Un peu le bouffon, en fait, qui essaie d'amuser la foule avant que le roi arrive pour donner son audience. Moi, ça me fait d'autant plus mal que le personnage d'essai, c'est mon personnage préféré, tu vois, donc, et puis, il y en a marre, quoi, franchement, de ces trucs de transition de valet. Là, si jamais ils rachètent, il y en a encore pour 2 ans de fusion, des charrettes de licenciement. Ah oui. Puis Zaslav qui va prendre un chèque, parce que s'il réussit à vendre la boîte, il y aura toujours les bonus d'intéressement et tout. Donc, lui, j'aimerais bien lui mettre une bonne grosse patate. Allez, Corentin, la dernière annonce, justement, peut-être dans cette optique, enfin, parce que j'ai l'impression aussi que voilà, c'est un peu comme le steak frites qui avait été employé comme expression sur le DC Rebirth après le passage DCU qui est un peu plus expérimental, où justement on en revient à des basiques en fait pour être sûr de vendre. Donc on se rattache à des choses dont on est sûr que ça marche et dont on est sûr que c'est populaire. Et donc, ce serait de valider 10 ans, plus de 10 ans après, je sais même plus combien d'années après, un Constantine 2 avec Keanu Reeves de nouveau dans le rôle du personnage. Une suite, c'est pas un reboot, c'est vraiment une suite au film qui n'était pas une adaptation plus fidèle que ça, je crois, des pas comics. Spécialement. J'ai toujours pas vu. L'élément de fidélité principal, c'était qu'il reprenait une idée du run de Garcenis, qui était que Constantine, à force de cloper, avait chopé un cancer des poumons et était sur le point de canner. On peut spoiler la fin de ce film maintenant, peut-être. Oui, moi je l'ai pas vu, mais je m'en fiche. C'était quand même il y a 17 ans, donc bouchez-vous les oreilles et je vais essayer de faire ça en 1 minute top. Pour résumer, en fait, à la fin, Constantine se sacrifie pour sauver la jeune fille, je crois, qui est la cible des démons, et ce faisant devient un héros, et alors qu'il était sûr d'aller en enfer, va au paradis. Et donc il y a cette scène qui est assez cool, parce que c'est quand même un Constantine on sent qu'ils ont lu des comics, ils ont ouvert des comics, et donc Satan vient chercher Constantine, il se sacrifie pour l'héroïne, enfin la nana,
Et quand il part vers le paradis, il fait un gros doigt à Satan, comme ça. C'est devenu un mème depuis. Et en fait, Satan, qui est pas content, lui vient et lui enlève son cancer et lui dit non, parce que t'es une ordure. T'es une vraie ordure et tu finiras en enfer et pas question que tu meurs maintenant en héros et tout. Donc tu vois, ils avaient quand même des trucs qui venaient de la version BD. Par contre, c'était un Constantine américain qui avait pas l'imperméable, qui clopait, c'était cool, mais maintenant on n'a plus le droit de cloper au cinéma, donc voilà. Et qui était beaucoup plus christique. Il y avait cette actrice super cool là, qui a fait Snowpiercer, tu sais. Non, tu vois pas. Je vais retrouver son nom. On ne connaît qu'elle en plus, c'est dommage. 3 millions à t'attendre. C'était l'héroïne là. Ah, Tilda Swinton. Merci. Putain, je suis fatigué. Voilà, ça fait pile 1 minute, donc vous pouvez reprendre le podcast avec nous. T'avais fini ton laïus? Oui, c'est juste pour ça. Parce que pour moi, c'est simplement vraiment un studio qui sait pas trop ce qu'il fait, qui essaie de se raccrocher à un truc sur la fanbase de Keanu Reeves, qui effectivement est une fanbase enthousiaste et qui aura de la thune à mettre dans un film, parce que je vois vraiment pas pourquoi on valide une suite à un film. Et maintenant, je me dis, mais en fait, c'est vrai que ces histoires de The Amazing Spider-Man 3 avec oui, mais c'est ça. Hein. Avec Andrew Garfield, en fait, on va finir par y arriver. Du cynisme absolu. Enfin, je veux dire, Jurassic World, voilà, on a prouvé que les gens aimaient bien. C'est tellement con, putain, mais personne ne veut. Mais si. Je pense à Monsieur Méa, par exemple, qui a dit croyez en vos rêves, parce que lui, il attendait la suite, il a bien aimé le premier. Il y a plein de gens qui ont bien aimé le premier, en fait. Moi, j'ai pas détesté le premier, je sais pas une question, mais que tu l'aimais ou pas. Non, mais que tu l'aimais ou pas, c'est bien, mais après 15 ans, pourquoi t'auras envie d'une suite? Puis surtout, à ce film-là particulièrement, c'est pas une franchise, Constantine, et puis, c'est pas... au-delà même de ce qu'on pourrait considérer comme un truc fidèle, pas fidèle, peu importe, et la rigueur, c'est vraiment un move désespéré, quoi. Enfin, ils ont vu, alors c'est quoi le résultat bankable du moment? Bon, il y a Tom Cruise, c'est bien. Dwayne Johnson, on l'a déjà. Et on est même pas sûr que ça a bien marché, d'ailleurs. Ah, et Keanu, il fait bien, il fait les John Wick, là, ça marche plutôt pas mal. Il a fait un truc chez nous, Keanu, qu'on pourrait faire un peu en nostalgie. Ouais, Constantine. Ah, c'est pas mal, ça. Ça avait pas fait masse de bif, mais tu vois, on le remet maintenant avec la beubare et les cheveux longs. Je crois, ça roule. Et tu vas voir, ça va être ça. Attends, parce que Constantine, ça me dit quelque chose, là. Et ces trucs là de JJ là sur HBO Max, tu sais quoi, Banco, on va le virer, hein. Il aura pas le faire ailleurs. Netflix, ils veulent trouver leur truc avec le puceau émo là. Et la gonzesse, la gonzesse qui est imperméable et tout, voilà, c'est ça. Nous on prend le mec viril avec la beubare là. Le mec blanc. Abraham, si vous voulez faire un noir ou je sais pas quoi. N'importe quoi. Par contre, ça c'est un vrai débat par rapport au racisme potentiel d'HBO Max. Moi, j'avoue, je commence à me poser des questions à force. Mais, donc oui, effectivement, bon, le film Constantine, on peut trouver ça chouette. Maintenant, ça reste Francis Lawrence qui a pas enchaîné. Attends, il a fait quoi après? Il a fait quoi? En plus, attends, tu sais les Hunger Games. Oui, voilà, c'est de la merde. Et en plus, c'est hyper de la merde. Je suis désolé, c'est pire franchise alors. Non, ça fait partie de, terrible. Corentin, ça fait partie des pires franchises qui existent, c'est nul. Il y a rien à sauver de Hunger Games. Mais les costumes sont sympas. Mais on s'en branle des costumes. Pardon. On leur a fait perdre du temps pour faire un film de merde. Mais en plus, il y a Di Bonaventura, mes couilles, là, qui est aussi à la production. Mais qu'est-ce que tu vas faire dans cette galère? Et Di Bonaventura, c'est Jupiter's Legacy, hein. Je sais qui est les. Non, mais je dis pour celles et ceux qui nous écoutent. Mais pas que, en plus. Non, mais c'est un ensemble. Red aussi, avec, adapté de Warren Ellis. C'est un ensemble de piles de caca qu'on met les uns sur les autres. Bonaventura n'a rien fait de bien. C'est même un peu sa signature. C'est un peu sa signature. Les Transformers, il y en a qui te diraient que c'est bien. Les G.I. Joe. C'était sympa, les G.I. Joe. Snake Eyes, mec, Snake Eyes. Attends, ça tue, Snake Eyes. En fait, tout ce qui est G.I. Joe, c'est lui, je suis en train de me dire. Oh, Shooter! d'Antoine Fuqua avec Mark Wahlberg. C'était la merde, ce film. Matez-le si vous pouvez, c'est affreux. C'est incroyablement drôle et affreux. Et donc oui, non, mauvais producteur, bon, réalisateur un peu vieillissant, on veut dire, bah, il a fait Slumberland, là, récemment, Francis Lawrence, l'adaptation de Little Nemo, avec Jason Momoa, qui a pas l'air fofolle. J'en peux plus. JPP. Et Akiva Goldsman. T'as vu comment on se police pour pas être insultant alors qu'on devrait... Parce que, comme tu m'as dit la dernière fois par rapport à Brett Booth, que se trouve, il nous écoute et qu'en fait, faut pas être méchant avec les gens qui peut-être nous écoutent. Ouais, mais là, c'est chaud, hein. Mais je vois que c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais, hein, bah, complètement. Et donc, Akiva Goldsman, le scénariste de Batman Forever, yes. et de Batman et Robin, et de iRobot, quand même, allez, soyons sympas, ainsi que Je suis une légende. Mais a priori, c'est peut-être lui qui est responsable de la fin, en fait, de Je suis une légende. Et c'est curieux parce que c'est pas lui qui a écrit, en fait, le premier Constantine. Parce que moi, je croyais que c'était parce que Goldsman, il est quand même connu à Hollywood, c'est une légende et tout, il a produit plein de trucs. Ouais. Mais par contre, en fait, c'est pas lui qui avait écrit le premier. Alors, il faut revenir à l'acteur du premier, le réalisateur du premier, pas le
mec qui a écrit le premier, ou la meuf qui a écrit le premier. Chelou. Da Vinci Code aussi, Ange et Démon. D'ailleurs, un film de la saga Divergente, qui est une sorte de plagiat raté des Hunger Games. Ah ouais, non, c'était tous ces films de saga Young Adult nuls, là, purée. Vous nous avez, entre ça et le Labyrinthe, mais quel enfer, hein, vraiment, quel enfer. Ouais. Après, voilà, Goldsman, c'est un producteur intéressant, qui a d'ailleurs été souvent associé, en fait, au film d'essai. The Losers, c'était sympa, The Losers, tu vois. L'adaptation d'Andy Diggle et Jock, là. Ouais. Bref, peu importe. Mais, donc voilà, en fait, c'est compliqué de parler de ce produit parce que même si c'est un bon film, même si c'est un mauvais film, ça ne change rien, en fait. C'est un produit qui est tellement calibré, qui est tellement un move désespéré, parce que Keanu, il est encore plus cool qu'avant, parce que, à côté Keanu cinquantenaire, ça marche super bien, parce que, effectivement, c'est le retour de l'équipe originale, parce que Arnaud se bat avec son chat, et il m'écoute plus du tout. Du coup, je peux dire ce que je veux. Alors voilà, c'est une recette de pizza. Je t'écoute. Donc oui, effectivement, c'est éclaté au sol comme move, quoi. Et le fait que ça fasse plaisir à des gens, ça prouve qu'en fait, c'est effectivement ça. C'est que on pourrait leur dire n'importe quoi, ils voient juste Constantine 2, putain, le film que j'aimais quand j'étais ado. Ouais, et donc ça a marché. Mais c'est comme voilà, Simon me disait, on fait Hellboy 3. Limite sans Del Toro, juste le ramène Ron Perlman, je crois genre, ah bah ouais, pourquoi pas, en fait. Mais en vrai, on n'a pas envie de ça. On s'en fout, parce que déjà, Constantine vieux, ça n'existe pas. Enfin, c'est une autre signification. Ensuite, c'est pas le vrai Constantine. Le film original, il était pas non plus incroyable. Et même s'il est fait maintenant, il sera fait en mode full numérique dégueu. Les gens, ils se persuadent qu'en fait, ils ont vu un truc de ouf il y a 15 ans, enfin, il y a 17 ans, et ils réhabilitent quelque chose qu'ils n'ont jamais forcément tant apprécié que ça. Tout le monde fait ça, par contre. Ah non. Non, toi non. Bah non. Toi t'es cynique depuis que t'es ado. Toi. Bah, je suis pas cynique. C'est pas parce qu'il y a des trucs que j'ai, enfin il y a les trucs que j'ai pas aimé quand j'avais 15 ans, je vais pas me dire ah si au final je les avais adorés. Bah non, si je les avais pas kiffés, je les avais pas kiffés. T'embellis jamais un souvenir un peu sympa, tu vois. Non, je garde de très bons souvenirs des choses que j'ai vraiment kiffé, mais je garde pas des souvenirs meilleurs des trucs que j'ai pas kiffé. Bah après s'il y a des gens qui ont vraiment sincèrement kiffé, tant mieux pour eux. Ouais non mais tant mieux. C'est pas cette appréciation qu'on critique, c'est surtout la façon dont des producteurs veulent s'en emparer. Et puis pareil, Lawrence c'est pas un champion de l'horreur, donc quitte à le ramener, Constantine, il aurait avec Keanu, ça aurait pas été idiot d'aller chercher un gars ou une meuf qui c'est plus spécialisé dans l'épouvante, parce que c'est quand même une notion d'épouvante, Hellblazer au départ. Ou quitte à en faire un film un peu elevated horror ou blockbuster horror, tu vois, je sais pas, même Scott Derrickson, ça m'aurait plus fait rêver que Francis Lawrence, bizarrement. Parce que lui, le côté blockbuster horror, ça me plaît pas de ouf. Mais Lawrence, voilà, ce qu'il a fait récemment, encore une fois, il y a de la boue sous les bottes, quoi. Donc, voilà, moi, je trouve ça triste, en fait. C'est comme il nous disait Hancock 2, voilà, ou je sais pas, ou Style 3, j'en sais rien, enfin, ou Style 2 déjà. Je suis une légende 2. Je suis une légende 2. Ah oui, là, pour le coup, compliqué, quoi. Je suis une légende 2. C'est l'histoire de la meuf qui se survit à la fin avec son bébé. Donc ouais, non, pas... c'est triste quand même. Ouais, désolé, l'ambiance est un peu maussade pour ce front page de la rentrée. Tu vois un studio qui part en couille comme ça, enfin c'est. Ouais, bah on espère que l'émission elle par contre vous a plu. Joyeux 2 ans, puisque à l'heure où on met ce podcast en ligne, on est complètement dans la période où on fête nos 2 ans, ce qui nous permet de vous dire que on va refaire le petit Q&A, on va mettre en ligne l'article pour que vous puissiez poser toutes vos questions. On vous fera une émission spéciale là-dessus tout prochainement. On espère que les podcasts vous plaisent toujours depuis tout ce temps. Si c'est le cas, n'oubliez pas que vous pouvez réagir au sujet abordé dans les commentaires sur notre site. Vous pouvez partager le podcast sur les réseaux sociaux et nous avons une page Tipeee qui est ouverte sur laquelle vous pouvez contribuer pour nous permettre de voir l'avenir de façon pérenne, à l'inverse de Warner Bros Discovery. En tout cas, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et puis on se dit à très bientôt pour la suite de nos émissions. Salut!